Une histoire populaire des États-Unis, traduit de l'anglais par Frédéric Coton, chapitre 11, Les barons voleurs, les rebelles. Dès 1877, on pouvait voir se dessiner certaines tendances qui allaient se confirmer au cours des dernières années du siècle. Les Noirs seraient contenus, les grèves chez les travailleurs blancs combattus, et les élites politico-industrielles du Nord et du Sud prendraient fermement les commandes du pays pour gérer la plus importante période de développement économique de toute l'histoire de l'humanité. Tout cela se réalisa aux dépens des main-d'œuvre noires, blanches, chinoises, européennes et féminines, rétribuées en fonction de la couleur, du sexe, de la nationalité et de la classe sociale. Ce brillant édifice, destiné à stabiliser l'organisation hiérarchique de l'économie du pays, institua divers niveaux d'oppression. Dans la période qui sépare la guerre de sécession de l'année 1900, la vapeur et l'électricité remplacèrent la simple force physique de l'homme. Le fer remplaça le bois, puis céda lui-même la place à l'acier. Le procédé Bessemer permettait de transformer 3 tonnes de fer en acier en 15 minutes, au lieu d'une journée auparavant. La mécanisation permit d'actionner des outils en acier et le pétrole servit aussi bien à la lubrification des machines qu'à l'éclairage des domiciles, des rues et des usines. Le train, propulsé par la vapeur sur des rails en acier, transportait les biens et les personnes d'un bout à l'autre du pays. En 1900, on comptait déjà près de 300 000 km de voies ferrées. Le téléphone, la machine à écrire et la machine à calculer accélérèrent considérablement le rythme des affaires. La mécanisation transforma également l'agriculture. Avant la guerre de sécession, il fallait 61 heures de travail pour produire l'équivalent de 0,4 hectares de blé. En 1900, il ne fallait plus que 3 heures et 19 minutes. La production industrielle de glace, en permettant le transport des produits alimentaires sur de longues distances, facilita l'essor de l'industrie alimentaire. La vapeur actionnait les broches de l'industrie textile ainsi que les machines à coudre. Cette énergie était produite à partir du charbon. Les foreuses pneumatiques permettaient d'aller chercher le charbon de plus en plus profond. L'extraction du charbon passa de 14 millions de tonnes en 1860 à 100 millions de tonnes en 1884. Les fourneaux à charbon permettant de changer le fer en acier, la production d'acier s'accrut également. 1 million de tonnes en 1880, 25 millions de tonnes en 1910. Plus tard, l'électricité remplacera progressivement la vapeur. Le fil électrique dépendait du cuivre, dont le volume passa de 30 000 tonnes en 1880 à 500 000 tonnes en 1910. Pour en arriver là, il avait fallu tout le génie des inventeurs qui imaginèrent de nouveaux procédés et de nouvelles machines, toute l'intelligence des organisateurs et des administrateurs des nouvelles industries, un pays riche en terre et en minerais, et enfin, une gigantesque réserve de main-d'œuvre humaine pour accomplir le travail dangereux, insalubre et exténuant. Des immigrants arrivèrent donc d'Europe et de Chine pour constituer cette nouvelle main-d'œuvre. Quant aux fermiers, qui ne pouvaient acheter les nouvelles machines ou s'acquitter des coûts de transport imposés par les compagnies ferroviaires, ils durent se résoudre à quitter leurs terres. Entre 1860 et 1914, la population new-yorkaise passa de 850 000 à 4 millions d'individus. Celle de Chicago de 110 000 habitants à 2 millions, et celle de Philadelphie de 650 000 à 1 500 000. En certaines occasions, c'est l'inventeur lui-même qui gérait ses propres affaires, tel Thomas Edison, inventeur de très nombreux procédés électriques. Mais le plus souvent, des hommes d'affaires faisaient appel à un certain nombre de procédés inventés par d'autres, tels Gustavus Swift, boucher de son état, qui en alliant le wagon et l'entrepôt réfrigéré mit sur pied en 1885 la première entreprise alimentaire d'envergure nationale. De son côté, James Duke utilisa une nouvelle machine à rouler les cigares qui pouvait à la fois rouler, coller et couper des tubes de tabac au rythme quotidien de 100 000 cigarettes. En 1890, il rassembla les 4 plus grands fabricants de cigarettes américains pour constituer l'American Tobacco Company. Si certains milliardaires avaient d'abord connu la pauvreté, tel n'était pas le cas de la plupart d'entre eux. Une étude portant sur les origines de 303 dirigeants de l'industrie textile, des chemins de fer et de l'acierie des années 1870 montre que 90% d'entre eux étaient issus des petites et grandes bourgeoisies. Les traditionnels contes de fées sur la transformation du loqueteux en riche étaient peut-être vrais pour une poignée d'individus, mais il s'agissait avant tout d'un mythe, au demeurant bien utile pour apaiser l'ensemble de la population. De nombreuses fortunes furent édifiées légalement avec la collaboration active et souvent grassement payée des gouvernements et des tribunaux. Thomas Edison promit à chacun des politiciens du New Jersey la somme de $1000 en échange d'une législation favorisant ses intérêts. Daniel Drew et Jay Gould
versèrent $1 million de dessous de table pour obtenir du Parlement de l'État de New York l'autorisation officielle d'émettre pour $8 millions d'actions bidons, entre guillemets, ne correspondant absolument pas à la valeur réelle de la compagnie ferroviaire Erie Railroad. La première ligne de chemin de fer transcontinental fut construite dans le sang et la sueur par la politique et le vol en réunissant la Union Pacific et le Central Pacific. Le Central Pacific partait de la côte ouest et se dirigeait vers l'est. La compagnie arrosa Washington de plus de $200 000 de pots de vin pour obtenir gracieusement 3,6 millions d'hectares de terre et quelques 24 millions de dollars en subventions diverses. En outre, la compagnie ferroviaire versa, pour la construction des voies, 79 millions de dollars à une entreprise qui en fait lui appartenait. 36 millions de plus que le coût réel de la construction. 3 000 Irlandais et 10 000 Chinois y travaillèrent pendant 4 ans avec pour tout salaire 1 ou 2 dollars par jour. L'Union Pacific démarrait au Nebraska et se dirigeait vers l'ouest. Cette compagnie s'était vue accorder 4,8 millions d'hectares de terre et 27 millions de dollars d'aide gouvernementale. Elle fonda le Crédit Mobilier, auquel elle versa 94 millions de dollars pour la construction de la ligne, qui ne coûta au final que 44 millions. Des actions de la compagnie étaient vendues à des prix défiant toute concurrence à certains membres du Congrès, afin d'empêcher toute enquête un peu approfondie. Cette idée émanait du représentant du Massachusetts, Oakes Ames, par ailleurs fabricant de pelleteuses et directeur du Crédit Mobilier, qui déclarait qu'il était, on cite, « normal que les gens veillent à la bonne marche de leurs affaires ». Fin de citation. La Union Pacific employa 20 000 personnes, des vétérans de la guerre de sécession et des immigrés irlandais qui posaient jusqu'à 8 km de voies par jour et mouraient par centaines à cause des conditions climatiques extrêmes et des combats contre les Indiens qui s'opposaient à l'invasion de leur territoire. Les deux compagnies empruntèrent les parcours les plus longs et les plus compliqués dans l'unique but d'obtenir des financements de la part des villes qu'elles traversaient. La jonction des deux lignes eut lieu en Utah, en 1869, au milieu des flonflons et des beaux discours. La fraude généralisée dans les chemins de fer entraîna un contrôle accru des banques sur le financement des compagnies ferroviaires. Ces banques souhaitaient plus de stabilité, autrement dit, elles préféraient des bénéfices garantis par la loi et non par le vol. Dans les années 1890, la plupart des compagnies ferroviaires américaines fusionnèrent en 6 grands réseaux, dont 4 étaient partiellement ou totalement contrôlés par la maison Morgan et les 2 autres par les banquiers Kuhn et Loeb & Co. JP Morgan avait débuté avant la guerre. Son père était banquier et avait fait fortune en vendant des actions de chemin de fer sur lesquelles il prenait de solides commissions. Pendant la guerre de sécession, Morgan acheta à un arsenal militaire 5000 fusils à 3,5 $ pièce qu'il revendit à un général 22 $ chaque. Ces fusils défectueux auraient arraché le pouce de tout soldat qui s'en serait servi. Le fait fut signalé dans un obscur rapport du Congrès, mais il se trouva un juge fédéral pour objecter que cet échange commercial s'appuyait sur un contrat juridiquement valide. Morgan avait échappé au service pendant la guerre de sécession en se payant un substitut pour 300 $. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Philip Armour, Jay Gould et James Mellon firent de même. Le père de Mellon lui écrivait « Un homme peut être patriote sans pour autant risquer sa vie ou sa santé. De nombreuses autres vies ont bien moins de valeur que la tienne. » Fin de citation. Le gouvernement des États-Unis confia à la banque Drexel Morgan & Co. la tâche d'émettre pour 260 millions de dollars de bons du gouvernement. Le gouvernement aurait sans doute pu le faire lui-même, mais il préféra apparemment verser 5 millions de dollars de commission aux banquiers. Le 2 janvier 1889, nous dit Gustavus Myers, une circulaire portant l'indication « privée et confidentielle » était expédiée par les 3 compagnies bancaires. Drexel Morgan & Co., Brown Brothers & Co. et Kidder Peabody & Co. C'est avec le plus grand soin que l'on s'était assuré que ce document resterait inconnu de la presse et de l'opinion publique. Pourquoi tant de précautions ? Parce que cette circulaire n'était rien de moins qu'une invitation adressée à tous les manias des chemins de fer, les priant de se retrouver chez Morgan lui-même au 219 Madison Avenue pour y constituer une entente, dans le langage de l'époque une coalition indéfectible, qui éliminerait la compétition entre certaines compagnies et unirait leurs intérêts en un accord au terme duquel le peuple américain serait encore plus saigné à blanc qu'à l'ordinaire. Cette réjouissante démonstration de l'ingéniosité financière avait un coût humain. En 1889, les archives de la Commission du commerce entre les États dressaient la liste de 22 000 cheminots tués ou blessés. En 1895, la réserve d'or américaine était au plus bas,
alors que 26 banques new-yorkaises renfermaient dans leurs coffres près de 129 millions en or. Un syndicat de banquiers emmené par JP Morgan & Co., Auguste Belmont & Co., la National City Bank et d'autres offrit au gouverneur de lui confier de l'or en échange de bons du trésor. Le président Grover Cleveland accepta. Les banquiers revendirent immédiatement les bons à un prix plus élevé, empochant ainsi une plus-value de 18 millions de dollars. Un journaliste écrivit à cette occasion : « Lorsqu'un homme veut acheter du bœuf, il doit aller chez le boucher. Quand M. Cleveland veut acheter de l'argent d'or, il doit aller chez le gros banquier. » Tout en bâtissant sa fortune, Morgan rationalisa et organisa l'économie nationale. Il réussit à assurer la stabilité du système. Il avait d'ailleurs l'habitude de déclarer que l'Amérique ne veut plus de convulsions financières, ni avoir quelque chose un jour et quelque chose d'autre le lendemain. Il regroupa les compagnies ferroviaires, dont il lia les intérêts aux banques, lesquelles s'adossa aux compagnies d'assurance. En 1900, il contrôlait 160 000 km de voies ferrées, la moitié du réseau américain. 3 compagnies d'assurance contrôlées par le groupe Morgan possédaient 1 milliard de dollars en avoirs effectifs. Elles pouvaient investir 50 millions de dollars par an, de l'argent versé par des gens ordinaires pour payer leur police d'assurance. Louis Brandeis décrivit ce phénomène dans son livre Other People's Money, paru avant sa nomination à la Cour suprême. Il nous dit « Il contrôle le peuple avec l'argent du peuple ». Pour sa part, John D. Rockefeller débuta comptable à Cleveland, devint négociant, fit fortune et comprit bientôt que, dans l'industrie pétrolière, contrôler les raffineries permettait de contrôler l'industrie tout entière. Il acheta donc sa première raffinerie en 1862 et créa en 1870 la Standard Oil Company of Ohio. Après avoir passé des accords secrets avec des compagnies ferroviaires pour transporter son pétrole au meilleur prix, il se débarrassa de la concurrence. Un raffineur indépendant déclara plus tard que les autres raffineurs avaient dû liquider sous peine d'être écrasés. Il n'y avait qu'un seul acheteur sur le marché et on devait se plier à ses exigences. Fin de citation. On peut aussi lire dans les archives de l'administration de la Standard Oil des mémos de ce type. Wilkerson & Co. a été livré en pétrole le lundi 13. Il va encore falloir donner un tour de vis. À Buffalo, une raffinerie concurrente fut détruite dans une petite explosion organisée par des responsables de la Standard Oil avec l'aide du chef mécanicien de la raffinerie. En 1899, la Standard Oil Company formait une véritable holding qui contrôlait financièrement de nombreuses autres firmes avec un capital de 110 millions de dollars et des bénéfices annuels s'élevant à 45 millions de dollars. La fortune personnelle de John D. Rockefeller était estimée à 220 millions de dollars. Assez rapidement, il allait s'introduire dans les industries du fer, du cuivre, du charbon, des transports et de la finance, avec la Chase Manhattan Bank. Les profits qu'il en tira s'élevaient à 81 millions de dollars par an. La fortune des Rockefeller atteignit bientôt 2 milliards de dollars. Quant à Andrew Carnegie, il avait été mécanicien télégraphiste à l'âge de 17 ans, avant de devenir secrétaire du président de la Pennsylvania Railroad, puis courtier à Wall Street, où il prenait de juteuses commissions sur la vente d'actions de compagnies ferroviaires. Il fut rapidement millionnaire. De passage à Londres, en 1872, il prit connaissance du procédé Bessemer pour l'acier. À son retour aux États-Unis, il mit sur pied une aciérie d'une valeur d'1 million de dollars. Les tarifs douaniers extrêmement élevés, judicieusement votés par le Congrès, permirent de contenir la concurrence étrangère. En 1880, Carnegie produisait quelques 10 000 tonnes d'acier par mois, générant 1,5 million de dollars de bénéfices annuels. En 1900, ce chiffre s'élevait à 40 millions de dollars. La même année, lors d'un dîner, il accepta de vendre ses aciéries à JP Morgan. Il en griffonna le prix sur un bout de papier, 492 millions de dollars. Morgan créa alors la US Steel Corporation, fruit d'une fusion entre la firme de Carnegie et d'autres aciéries américaines. Il vendit ensuite des actions et des bons pour une valeur de 1,3 milliard de dollars, quelques 400 millions de plus que la valeur combinée de toutes les entreprises, et s'octroya une commission de 150 millions de dollars pour l'organisation de toute l'opération. Comment pouvait-on payer de tels dividendes aux actionnaires et aux obligataires ? Tout simplement en s'assurant que le Congrès imposerait des tarifs douaniers qui permettraient de tenir les aciers étrangers à l'écart du marché américain, en éliminant la concurrence et en maintenant le prix de l'acier à 28 dollars la tonne, en faisant travailler 200 000 personnes 12 heures par jour pour des salaires leur permettant à peine de nourrir leur famille. Ce processus se répéta à peu de choses près dans tous les secteurs industriels. Des hommes d'affaires astucieux et efficaces bâtissaient des empires, se débarrassaient de la concurrence, maintenaient des prix élevés et des salaires bas et profitaient du soutien financier du gouvernement.
Ces industries furent en fait les premiers bénéficiaires de cette sorte d'état-providence, entre guillemets. Au tournant du siècle, l'American Telephone and Telegraph avait le monopole du réseau téléphonique national. L'International Harvester détenait 85% des parts du marché dans le secteur du matériel agricole. Dans tous les autres secteurs, les ressources étaient également de plus en plus concentrées et de plus en plus contrôlées. Les banques possédaient des intérêts dans de si nombreux trusts qu'elles purent mettre sur pied un réseau complexe de grands dirigeants d'entreprises qui étaient tous également membres des directoires des autres entreprises. Selon un rapport sénatorial du début du XXe siècle, Morgan, au sommet de sa gloire, siégeait dans 48 conseils d'administration tandis que Rockefeller se contentait de participer à 37 de ses organes de direction. Dans le même temps, le gouvernement américain suivait presque à la lettre le comportement de l'État capitaliste décrit par Marx. Prétendument neutre dans le maintien de l'ordre, il servait de fait les intérêts des plus riches, lesquels n'étaient pourtant pas toujours d'accord entre eux et s'opposaient parfois vigoureusement en matière de politique. Le rôle de l'État consistait alors à régler pacifiquement les conflits qui agitaient la classe la plus aisée, à réprimer l'esprit de révolte chez les plus défavorisés et à adopter des politiques susceptibles de garantir la plus grande stabilité possible du système. Les arrangements entre démocrates et républicains pour l'élection de Rutherford Hayes en 1877 avaient donné le ton. Que le vainqueur soit démocrate ou républicain, il ne se produirait pas de grands bouleversements dans la politique nationale. Lorsque le démocrate Grover Cleveland se présenta pour la présidence de 1884, l'opinion générale était qu'il s'opposait fermement au pouvoir des monopoles et des grandes entreprises, à l'inverse du parti républicain, dont le candidat était James Blaine, qui soutenait les riches. Pourtant, lorsque Cleveland fut élu, Jay Gould lui télégraphia qu'il avait le sentiment que les intérêts de l'élite des milieux d'affaires seraient, avec lui, entre de bonnes mains. Il ne se trompait pas. L'un des principaux conseillers de Cleveland était William Whitney. Cet avocat d'affaires, millionnaire et lié par mariage à la Standard Oil, fut nommé secrétaire à la marine par Cleveland. Il décida immédiatement de créer une marine indestructible et acheta l'acier de Carnegie à des prix artificiellement élevés. Cleveland lui-même avait tenu à rassurer les industriels en leur annonçant qu'il n'avait pas à redouter son élection, en disant « Aucune mesure administrative ne portera tort aux intérêts des milieux d'affaires aussi longtemps que je serai président. » Saute citation, le transfert de l'exécutif d'un parti à un autre ne signifie pas qu'il doive y avoir de sérieux bouleversements dans la situation existante à ce jour. Fin de citation. Pendant la campagne électorale, on avait d'ailleurs soigneusement évité de traiter des vraies questions. On distinguait difficilement quels seraient, selon l'adoption de telle ou telle politique, les intérêts dominants ou négligés. Cette campagne ressemblait à toutes les campagnes électorales. Volonté de dissimuler les ressemblances fondamentales entre les deux partis en insistant avant tout sur la personnalité des candidats, les ragots et les autres broutilles. Henry Adams, observateur impitoyable de son époque, écrivait à l'un de ses amis au sujet de cette élection que la vie politique était encore plus drôle qu'on ne saurait le dire, saute citation, mais le plus amusant, c'est que personne ne traite des vrais problèmes. Il y a une sorte de consensus pour les laisser de côté. Nous avons trop peur d'en parler. Au lieu de cela, la presse s'est lancée dans un débat hilarant sur le fait de savoir si M. Cleveland a, oui ou non, un fils illégitime, et s'il a, oui ou non, plus d'une maîtresse. Fin de citation. En 1887, alors que le Trésor américain était en excédent, Cleveland opposa son veto à un décret qui prévoyait d'octroyer 100 000 $ aux fermiers du Texas afin de leur permettre d'acheter des semences en période de sécheresse. Il déclara « En de telles occasions, l'aide fédérale encourage l'attente d'un soutien gouvernemental paternel et nuit à la vigueur du caractère national. » Pourtant, la même année, Cleveland utilisa cet excédent en or pour payer 28 $ au-dessus de leur valeur initiale, les obligations détenues par des individus loin d'être dans la misère. Véritable cadeau de 45 millions de $. La réforme fondamentale de l'administration Cleveland est révélatrice de la nature du réformisme américain. La loi sur le commerce entre les États de 1887 était censée réglementer l'activité des chemins de fer au profit des consommateurs. Mais Richard Olney, avocat du Boston and Maine Railroad et de quelques autres compagnies ferroviaires, et bientôt ministre de la Justice de Cleveland, prévint les administrateurs des compagnies de chemin de fer, qui s'opposaient à cette loi que, dans leur propre intérêt, il ne serait pas sage de supprimer la commission sur le commerce entre les États. Il s'expliquait, la commission est ou peut devenir d'une grande aide pour les compagnies. Elle satisfait la revendication populaire en faveur d'un contrôle gouvernemental des chemins de fer et, par ailleurs, les membres de cette commission sont presque tous nommés. Il serait donc plus avisé de ne pas détruire cette commission et, au contraire, de l'utiliser. Fin de citation.
Cleveland lui-même, dans son discours sur l'État de l'Union de 1887, confirmait ses propos et lançait, en outre, un avertissement. L'occasion de mener une réforme avisée, prudente et sûre nous est aujourd'hui offerte, et aucun d'entre nous ne devrait oublier que nous vivons à une époque où le peuple, trompé et excité, pourrait bien exiger une réparation aussi radicale que violente des torts qui lui ont été faits. Le républicain Benjamin Harrison, qui succéda à Cleveland entre 1889 et 1893, fut décrit en ces termes par Matthew Josephson dans sa pittoresque étude des années qui suivirent la guerre de sécession, dans The Politicos. Benjamin Harrison avait la particularité unique d'avoir servi les compagnies ferroviaires tant en qualité d'avocat que de soldat. Après avoir organisé et commandé un détachement de soldats pendant la grève de 1877, il avait poursuivi les grévistes devant la justice fédérale. Fin de citation. Le mandat de Harrison apporta lui aussi son lot de réformes. La loi Sherman antitrust, votée en 1890, était censée protéger les échanges et le commerce contre les concentrations illégales et interdire la constitution de toute alliance ou coalition destinée à porter atteinte aux échanges entre les États ou au commerce international. Le sénateur John Sherman, rédacteur de la loi, prétendait concilier les diverses critiques anti-monopole. Certes, il y avait aussi autrefois des monopoles, mais jamais de la taille des géants actuels, nous disait-il. Vous devez entendre la voix des critiques antitrust, où vous aurez le socialisme, le communisme, le nihilisme. La société est confrontée de nos jours à des pressions inconnues jusqu'alors. Fin de citation. Lorsque Cleveland fut à nouveau élu président en 1892, Andrew Carnegie, alors en Europe, reçut une lettre du directeur général de ces aciéries, Henry Clay Frick. Je suis parfaitement désolé pour le président Harrison, mais je ne vois pas comment nos intérêts pourraient être affectés en quoi que ce soit par ce changement d'administration. Fin de citation. Cleveland dut faire face à l'agitation causée dans tout le pays par la crise et la panique sociale de 1893. Il utilisa l'armée pour réprimer l'armée de Coxey, un rassemblement de chômeurs qui s'était rendu jusqu'à Washington, et brisait la grève nationale qui toucha les chemins de fer l'année suivante. Pendant ce temps, la Cour suprême travaillait, malgré son impartialité apparente, et drapée dans la robe noire et austère de la justice, au service de l'élite dirigeante. Pouvait-elle, du reste, être indépendante, elle dont les membres étaient nommés par le président et confirmés par le Sénat? Et à quelle neutralité de classe pouvait-elle prétendre, elle, dont les juges étaient pour la plupart d'anciens hommes de loi fortunés, issus des plus hautes sphères de la société? À l'orée du XIXe siècle, la Cour suprême avait jeté les bases législatives du capitalisme d'entreprise, en faisant du contrat une notion sacrée, et les bases de l'économie régulée au niveau fédéral, en instituant un contrôle fédéral sur le commerce entre les États. En 1895, la Cour interpréta la loi Sherman antitrust de manière à la rendre parfaitement inoffensive. Elle décrétait qu'un monopole dans les raffineries de sucre était un monopole s'exerçant dans le domaine de la production, et non un monopole commercial. En conséquence, il ne pouvait être question que le Congrès s'en occupe en invoquant la loi Sherman, US versus EC Knight Co. La Cour déclarait que la loi pourrait être en revanche invoquée pour réprimer les grèves touchant plusieurs États en même temps, comme la grève des chemins de fer de 1894 par exemple, puisqu'il s'agissait là d'une entrave au commerce caractérisé. Elle proclamait également l'inconstitutionnalité d'une timide tentative émanant du Congrès pour augmenter le taux d'imposition des hauts revenus. Pollock versus Farmers Loan and Trust Company. Quelques années plus tard, la Cour suprême s'opposerait encore au démantèlement des monopoles de la Standard Oil et de l'American Tobacco sous prétexte que la loi Sherman ne concernait que les alliances déraisonnables entre guillemets portant atteinte au commerce. En 1895, un banquier new-yorkais portait un toast à la Cour suprême. Je vous salue, messieurs de la Cour suprême des États-Unis, gardiens du dollar, défenseurs de la propriété privée, ennemis des spoliations, salut de la République. Très peu de temps après que le 14e amendement destiné à protéger les Noirs eut pris force de loi, la Cour suprême en fit principalement un instrument de protection des entreprises. Pourtant, en 1877, une décision de cette même Cour, Munn versus Illinois, avait approuvé les lois votées par certains États en faveur du contrôle des tarifs imposés aux fermiers pour l'usage des silos à élévateurs. La compagnie propriétaire de ces silos prétendait qu'elle était une personne juridique que l'on privait de sa propriété en parfaite violation du 14e amendement qui stipule « Aucun État ne pourra priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans garantie légale suffisante. » La Cour suprême rejeta l'argument en s'appuyant sur le fait que si les silos à élévateurs étaient des biens privés, ils étaient également investis d'une mission d'intérêt public, autorisant de fait leur réglementation. Un an après, l'Association du barreau américain
mise en place par des juristes habitués à défendre les intérêts des plus riches, se lança dans une campagne destinée à inverser cette décision. Les responsables de l'association déclarèrent à différentes reprises que, si les trusts sont des armes de protection de la propriété contre le courant communiste, alors il faut les encourager. Ils ajoutaient « Le monopole est souvent une nécessité et un atout ». En 1886, l'objectif était atteint. Certains États avaient voté, sous la pression des fermiers, des lois en faveur de la réglementation des tarifs imposés aux fermiers pour le transport de leur production par le train. En 1886, la Cour suprême, Wabash versus Illinois, décréta que les États n'étaient pas habilités à voter de telles lois. Selon la Cour, il s'agissait là d'une usurpation de fait des prérogatives accordées à l'autorité fédérale. Au cours de cette seule année 1886, la Cour cassa quelques 233 lois votées par les États pour réglementer différentes activités. À cette époque, la Cour suprême avait finalement reconnu l'argument selon lequel les entreprises étaient des personnes et leur argent un bien protégé par certaines clauses du 14e amendement. En principe, cet amendement avait été voté pour garantir les droits des citoyens noirs, mais sur la totalité des procédures juridiques s'y référant, entre 1890 et 1910, 19 concernaient les droits des Noirs et 288 ceux des entreprises. Les juges de la Cour suprême n'étaient pas seulement des interprètes de la Constitution, il s'agissait également d'individus issus d'un milieu précis avec des intérêts spécifiques. L'un d'entre eux, le juge Samuel Miller, avait déclaré en 1875 « Il est vain de lutter contre des juges qui ont représenté pendant 40 ans les intérêts des compagnies ferroviaires et de toute forme de coalition capitaliste. » Fin de citation. En 1893, s'adressant à l'Association du bureau de l'État de New York, le juge David G. Brewer déclarait « C'est une loi constante que la richesse de l'ensemble de la communauté soit entre les mains du petit nombre. La grande majorité des hommes sont incapables de supporter ce sacrifice permanent qui permet seul d'accumuler les richesses. Ainsi, il a toujours été et sera toujours vrai, à moins que la nature humaine ne soit profondément remodelée, que la richesse de la nation reste dans les mains de quelques élus, tandis que la masse des autres subvient à ses besoins par son labeur quotidien. Nous ne sommes pas ici devant un aspect caractéristique des années 1880-1890. Tout cela remontait aux pères fondateurs qui avaient étudié le droit à une époque où régnaient en maître les commentaires de Blackstone, dans lesquels on pouvait lire que le respect de la loi pour la propriété privée est si grand qu'elle n'en supportera pas la moindre violation, et ce même dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Fin de citation. À l'époque moderne, le maintien de l'ordre exige davantage que la simple force brutale, davantage même que la loi. Il nécessite qu'une population dangereusement concentrée dans les villes et les usines, et à qui la vie offre de nombreux motifs de révolte, accepte cela comme une nécessité. C'est pourquoi l'école, l'église et la littérature populaire présentaient la richesse comme un signe de supériorité et le pauvre comme la sanction de l'échec individuel. Le pauvre ne pouvait espérer s'en sortir par le haut qu'en pénétrant dans le club restreint des riches par un effort extraordinaire et avec un peu de chance. Dans les années qui suivirent la guerre de sécession, un certain Russell Conwell, diplômé de l'université de droit de Yale, pasteur et auteur de livres à succès, tint la même conférence, dans Acres of Diamonds, plus de 5000 fois devant différents auditoires à travers tout le pays. Il s'adressa au total à plusieurs millions de personnes. Son message était simple. Tout le monde peut devenir riche s'il travaille assez dur. Partout, si les gens voulaient bien se donner la peine de chercher, se trouvent des acres de diamants, entre guillemets. Voici un extrait de cette conférence. J'affirme que vous devriez être riche et qu'il est en même temps de votre devoir de le devenir. Saute citation. Les hommes riches sont sans doute les individus les plus honnêtes de la communauté. Je n'hésite pas à le dire clairement. 98% des hommes riches en Amérique sont des gens honnêtes. Et c'est pour cela qu'ils sont riches. C'est pourquoi ils reçoivent l'argent en récompense. C'est également pour cela qu'ils dirigent de grandes entreprises et trouvent un grand nombre de gens qui acceptent de travailler pour eux. C'est parce qu'ils sont honnêtes. Saute citation, je compatis avec les pauvres, qui sont pourtant bien rares à mériter cette compassion. En effet, compatir avec un homme que Dieu a puni pour ses péchés, c'est agir mal. N'oublions jamais qu'il n'est pas un seul pauvre en Amérique, que sa propre incompétence n'est pas maintenue dans la pauvreté. Fin de citation. Conwell était d'ailleurs l'un des fondateurs de la Temple University. Rockefeller participa également au financement de collèges, et en particulier à la fondation de l'Université de Chicago. Huntington, du Central Pacific Railroad, subventionna 2 universités pour les Noirs, le Hampton Institute et le Tuskegee Institute. Carnegie fit de même pour un certain nombre de collèges et de bibliothèques. La Johns Hopkins University fut fondée par un négociant millionnaire.
Cornelius Vanderbilt, Ezra Cornwell, James Duke et Leland Stanford, tous millionnaires, donnèrent également leur nom à des universités. Les riches qui consacraient une partie de leur fortune à ce genre de choses passèrent alors pour des philanthropes. Mais ces établissements scolaires n'encourageaient guère l'esprit critique. Ils formaient les serviteurs types du système américain. Les enseignants, les médecins, les juristes, les administrateurs, les ingénieurs, les techniciens, les politiciens. Tous ceux qui seraient un jour rémunérés pour veiller au maintien du système, pour en être les loyaux défenseurs contre les trublions. Dans le même temps, l'essor de l'enseignement public permit à toute une génération de travailleurs, qualifiés ou peu qualifiés, destinés à constituer la main-d'œuvre instruite du nouvel âge industriel, d'acquérir l'écriture, la lecture et l'arithmétique. Il était primordial que ces individus intériorisent l'obéissance envers l'autorité. Un journaliste écrivait à propos des établissements scolaires des années 1890. L'esprit peu conciliant des enseignants saute aux yeux. Les élèves, complètement pliés à leur volonté, demeurent silencieux et inexpressifs. L'atmosphère spirituelle de la classe est décourageante, d'une parfaite frilosité. Fin de citation. Déjà en 1859, les propriétaires de manufactures de Lowell, dans le Massachusetts, souhaitaient avoir des ouvriers instruits. Un souhaitait que le secrétaire à l'éducation du Massachusetts expliquait en ces termes. Les patrons des manufactures sont plus soucieux que d'autres classes ou groupes d'intérêt de l'intelligence de leurs salariés. Lorsque ces derniers sont relativement instruits et que les premiers sont disposés à agir envers eux avec justice, les conflits et les grèves n'ont pas lieu d'éclater, et les masses ne peuvent être ni subjuguées par les démagogues, ni obnubilées par des considérations aussi mesquines que déloyales. Fin de citation. Dans son Education and the Rise of the Corporate State, Joel Spring affirme que l'organisation des écoles du XIXe siècle sur le modèle des usines n'est pas le fruit du hasard. Cela s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle avec le livre de William Bagley, Classroom Management, qui devint un classique chez les enseignants et fut réédité une trentaine de fois. Bagley y affirme que, lorsqu'on étudie correctement la science de l'éducation, on peut observer à travers la routine mécanique de la classe les forces éducatives qui transforment lentement l'enfant, du petit être sauvage qu'il était, en une créature respectueuse de la loi et de l'ordre, prête à mener sa vie au sein d'une société civilisée. Fin de citation. C'est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que l'enseignement secondaire se mit clairement au service du système industriel et que la discipline historique devint une matière spécifiquement destinée à forger le patriotisme du citoyen. Un serment de fidélité, des diplômes et la citoyenneté américaine étaient exigés pour s'assurer du comportement politique et éducatif des enseignants. En outre, c'est aussi dans la deuxième partie du siècle que les administrateurs des établissements scolaires, et non les enseignants, se virent confier le droit de regard sur les manuels scolaires utilisés. Certains manuels furent interdits par les parlements des États. L'Idaho et le Montana, par exemple, interdirent des manuels diffusant certaines doctrines politiques et le territoire du Dakota décréta que les bibliothèques scolaires ne pourraient pas détenir de livres ou de fascicules politiquement marqués. Contre cette formidable instrumentalisation du savoir et de l'éducation au profit de l'obéissance et de l'orthodoxie politique, on vit progressivement apparaître une littérature de protestation et de refus qui allait faire son chemin, lecteur après lecteur, malgré les nombreux obstacles. Henry George, ouvrier autodidacte issu d'une famille misérable de Philadelphie et qui devint homme de presse et économiste, fit paraître en 1879 un livre qui se vendit à des millions d'exemplaires aux États-Unis et dans le monde entier. Il affirmait dans Progress and Poverty que la terre était à la base de toutes les grandes fortunes et qu'il existait de véritables monopoles fonciers. Un simple impôt sur la terre abolirait tous les autres et suffirait à collecter assez d'argent pour résoudre les problèmes de la pauvreté et de la répartition des richesses au niveau national. Les lecteurs pouvaient ne pas être convaincus des solutions préconisées, mais ils étaient néanmoins en mesure de constater que leurs conditions de vie confirmaient ce constat. Certes, les richesses se sont considérablement accrues, ainsi que le niveau moyen de confort et le temps consacré aux loisirs, mais il s'agit là d'avantages globaux qui ne profitent pas aux classes les plus pauvres. Cette coexistence de la pauvreté et du progrès est une des grandes énigmes de notre temps. Il existe chez les travailleurs un sentiment vague mais général de déception et une amertume certaine, ainsi qu'un mécontentement assez largement partagé et un esprit de révolte. Le monde civilisé hésite entre un saut en avant qui ouvrira la voie à des progrès dont on n'avait jamais encore rêvé et un plongeon dans les eaux profondes de la barbarie qui nous ramènera loin en arrière. Fin de citation. Edward Bellamy, juriste et écrivain de l'ouest du Massachusetts, écrivit dans un style simple et captivant un roman intitulé Looking Backward.
Après s'être endormi, le narrateur se réveille en l'an 2000 dans une société socialiste au sein de laquelle les individus vivent et travaillent dans la plus totale coopération. Looking Backward, qui décrit le socialisme de façon vivante et séduisante, se vendit à 1 million d'exemplaires en quelques années. Plus d'une centaine de groupes à travers le pays tentèrent de réaliser ce rêve. Il semble donc que, malgré les efforts incessants du gouvernement, des milieux d'affaires, de la religion et de l'école pour contrôler l'opinion publique, des millions d'Américains aient été réceptifs aux critiques sévères adressées au système en place. Il semble également qu'ils aient été prêts à envisager des modes de vie différents. Ils se trouvaient confrontés en cela par les grands mouvements ouvriers et paysans des années 1880-1890. Après les grèves et les conflits paysans, qui avaient éclaté sporadiquement dans les années 1830 aux années 1870. Ces mouvements d'envergure nationale étaient plus menaçants que les précédents aux yeux de l'élite dirigeante, et également plus dangereusement séduisants. Il existait alors des organisations révolutionnaires dans les principales villes américaines, et la révolution était bien souvent au centre des discussions. Dans les années 1880-1890, les immigrants arrivèrent massivement d'Europe, à un rythme bien plus soutenu qu'auparavant. Ils passaient tous par le chemin de croix de la pauvreté. Après les Irlandais et les Allemands, ce fut au tour des Italiens, des Russes, des Juifs et des Grecs, des populations venues de l'Europe du Sud et de l'Est, encore plus étrangères aux natifs américains anglo-saxons que les immigrants précédents. Un article du 27 février 1880, paru dans Zvornost, journal des immigrants originaires de Bohême, montre à quel point l'immigration de différents groupes ethniques a contribué à la fragmentation de la classe ouvrière et comment les conflits éclatèrent entre ces groupes qui partageaient pourtant les mêmes difficultés. Les 258 parents et surveillants de l'école Throop à New York et près de la moitié des contribuables du district signaient une pétition. Les signataires sont aussi légitimement fondés à exiger que l'on enseigne le bohémien dans les écoles publiques que le sont les Allemands pour l'enseignement de l'allemand. Saute citation. Au contraire, M. Vogt soutient qu'il existe une énorme différence entre les Allemands et les Bohémiens. Autrement dit, il juge les premiers supérieurs aux autres. Fin de citation. Les Irlandais, gardant en mémoire les réactions de haine dont ils avaient été l'objet lors de leur arrivée, commencèrent à trouver des emplois grâce aux appareils des partis qui convoitaient leur vote. Ceux qui devinrent policiers furent confrontés à l'immigration juive récente. Le 30 juillet 1902, la communauté juive de New York organisa les funérailles en grande pompe d'un important rabbin. Mais des affrontements éclatèrent, provoqués par les Irlandais, furieux de voir les Juifs s'installer dans leur quartier. Les forces de police étaient principalement composées d'Irlandais, et une enquête officielle révéla que ces policiers s'étaient rangés aux côtés des agresseurs irlandais. Ouvrez les guillemets. Des accusations ont été portées contre des policiers pour matraquage arbitraire et excessivement brutal, avec pour conséquence un avertissement ou une amende équivalente à une journée de salaire. Ces policiers n'en sont pas moins restés membres des forces de police. Fin de citation. La concurrence économique entre les nouveaux immigrants était acharnée. En 1880, les immigrants chinois, importés entre guillemets par les compagnies ferroviaires pour faire les travaux les plus ingrats et pour un salaire de misère, représentaient avec 75 000 personnes, près d'un dixième de la population californienne. Ils furent l'objet de violences continuelles. Le romancier Bret Harte rédigea l'épitaphe d'un Chinois nommé Wan Li. On cite: Il est mort, très chers amis, mort, lapidé dans les rues de San Francisco, en l'an de grâce 1869, par une foule d'adolescents et d'écoliers chrétiens. Fin de citation. À Rock Spring, dans le Wyoming, à l'été 1885, les Blancs attaquèrent 500 mineurs chinois, massacrant de sang-froid 28 d'entre eux. Ces nouveaux immigrants occupaient des emplois de manœuvre, peintres en bâtiment, tailleurs de pierre, terrassiers. Ils étaient la plupart du temps importés en masse par des intermédiaires. Un Italien qui devait rejoindre le Connecticut pour travailler dans les chemins de fer fut finalement expédié avec juste ce qu'il faut pour payer le voyage et les outils, sans parler de la nourriture, dans les mines de phosphate du Sud, où ses camarades et lui étaient constamment surveillés par des hommes en armes. Il décida de s'enfuir avec quelques autres mais fut repris et sommé, sous la menace des armes, de choisir entre le travail et la mort. Comme ces hommes refusaient d'obéir, ils furent menottés et traînés devant le juge puis finalement congédiés 5 mois après leur arrivée. Mes camarades prirent le train pour New York, mais moi je n'avais qu'$1 en poche et je ne connaissais ni le pays ni la langue. J'ai dû marcher jusqu'à New York, où j'arrivais complètement épuisé au bout de 42 jours. Fin de citation. Les conditions de vie des migrants les poussaient parfois à la révolte. Un témoin racontait comment certains travailleurs italiens des environs de Deal Lake, dans le New Jersey, ne parvenant pas à se faire payer, prirent l'intermédiaire en otage et l'enfermèrent dans un baraquement où il resta prisonnier jusqu'à ce que le shérif du comté, accompagné d'un groupe de volontaires,
se présentent pour le faire libérer. Il existait également un trafic d'enfants que leurs parents, sans ressources, dans le pays d'origine, abandonnaient par contrat. D'autres étaient purement et simplement enlevés. Ils étaient ensuite maintenus dans une sorte d'esclavage sous la surveillance de parrains et parfois même contraints à mendier. Des hordes d'enfants erraient ainsi dans les rues de New York et de Philadelphie. À mesure que les immigrants accédaient à la citoyenneté américaine, ils étaient intégrés dans le système de bipartisme politique, quasiment sommés de se vouer à l'un ou à l'autre des partis. Leur potentiel politique était donc neutralisé par le système électoral. Un article, publié dans l'Italia en novembre 1894, appelait les Italiens à voter pour le Parti républicain. Citation. Lorsque les citoyens américains d'origine étrangère refusent de joindre le Parti républicain, ils nuisent à leur propre bien-être. Le Parti républicain défend ce pourquoi le peuple se battait dans le vieux monde. Il est le champion de la liberté, du progrès, de l'ordre et de la loi, et l'ennemi juré du système de classe monarchique. Fermez les guillemets. Dans les années 1880, le nombre des immigrants approchait les 5,5 millions. Ils furent encore 4 millions dans les années 1890, créant un excédent de main-d'œuvre qui permettait de maintenir les salaires à un niveau bas. Les immigrants, plus démunis que les travailleurs américains, étaient également plus facilement contrôlables du fait de leur altérité culturelle et de l'animosité réciproque qui les animait. Ils étaient fort utiles comme briseurs de grève. Bien souvent, leurs enfants travaillaient également et venaient grossir les rangs d'une main-d'œuvre et d'un chômage déjà pléthorique. En 1880, aux États-Unis, 1 118 000 enfants de moins de 16 ans travaillaient. 1 sur 6. Comme tout le monde travaillait de longues heures durant la journée, les membres d'une même famille devenaient peu à peu étrangers les uns aux autres. Maurice Rosenfels, blanchisseur de son état, écrivit un très célèbre poème intitulé « My Boy », qui fut publié à des milliers d'exemplaires. J'ai un petit garçon à la maison, un mignon petit gars, je pense parfois que le monde est à moi, à travers lui mon petit gars. Mais à l'aube, le travail m'enchaîne, et il fait nuit quand il me lâche. Je suis un étranger pour mon gars, et c'est un étranger pour moi. Parmi les femmes immigrées, on trouvait des domestiques, des prostituées, des femmes au foyer, des ouvrières, et parfois aussi des rebelles. Née en Irlande, Leonora Barry avait rejoint les États-Unis où elle s'était mariée. Mais après le décès de son mari, elle dut travailler comme ouvrière dans un atelier de bonnetterie du nord de l'État de New York pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Pour sa première semaine de travail, elle reçut 65 cents. Elle adhéra aux Chevaliers du Travail, qui comptait déjà en 1886 près de 50 000 militantes femmes regroupées en 192 assemblées. Elle devint la Master Workman d'une de ces assemblées qui réunissait 927 femmes, avant d'être nommée par les Chevaliers du Travail, inspectrice générale chargée de contacter ses camarades travailleuses et l'opinion publique en général, et de les renseigner sur leurs besoins et leurs priorités. Elle évoquait en ces termes le principal problème des femmes au travail. Pendant de longues années, elles ont pris, comme une sorte de seconde nature, l'habitude de se soumettre et d'accepter sans discuter des positions qui leur étaient faites, avec le pessimisme qui caractérise leur vision désespérée de la vie. Fin de citation. Son rapport de 1888 répertoriait 537 demandes d'aide à l'organisation des travailleuses, 100 villes et villages visités et 1900 tracts distribués. En 1884, les assemblées des ouvrières du textile et de la chapellerie avaient voté la grève. L'année suivante, ce fut le tour des ouvriers new-yorkais de la confection de manteaux et de lingerie. Femmes et hommes agissant ensemble mais tenant des réunions séparées. Le World de New York parla pour cette grève d'émeute du pain et du beurre. Les grévistes obtinrent des augmentations de salaire et une réduction des horaires quotidiens. Cet hiver-là, à Yonkers, quelques tisseuses de tapis furent licenciées pour avoir adhéré aux Chevaliers du Travail. Au cours d'un mois de février particulièrement rigoureux, 2500 femmes défilèrent et organisèrent un piquet de grève devant l'usine. Si 700 d'entre elles seulement étaient membres des Chevaliers du Travail au début de la grève, toutes les grévistes y adhérèrent bientôt. La police chargea le piquet de grève et arrêta les grévistes présentes. Elles furent finalement acquittées par un jury populaire. Les travailleurs de New York organisèrent alors, pour leur rendre hommage, un grand dîner en présence de 2000 délégués syndicaux de toute la ville. La grève dura 6 mois, et certaines revendications des ouvrières furent acceptées. Elles retrouvèrent leur emploi, mais on continua de refuser de reconnaître leurs syndicats. Le plus surprenant n'est pas que les grévistes ne soient pas parvenus à obtenir la satisfaction totale de leurs revendications, mais plutôt que, malgré les terribles pressions, elles osaient résister et ne se laissaient pas réduire au silence. La prise de conscience du fait que la lutte au jour le jour ne suffisait pas et que des transformations radicales s'imposaient entraîna sans doute l'essor des mouvements révolutionnaires de l'époque. Le Socialist Labour Party
Fondé en 1887, bien que groupusculaire et déchiré par les disputes internes, avait néanmoins une certaine influence dans l'organisation syndicale des travailleurs étrangers. À New York, les socialistes juifs publiaient un journal. À Chicago, les révolutionnaires allemands, en collaboration avec certains Américains radicaux, comme Albert Parsons, fondaient des clubs pour la révolution sociale. En 1883, un congrès anarchiste eut lieu à Pittsburgh. Son manifeste affirmait « Toutes les lois sont dirigées contre les travailleurs. Même l'école ne sert qu'à cultiver, chez les rejetons des riches, les capacités nécessaires au maintien de leur domination de classe. Les enfants des pauvres reçoivent à peine un enseignement élémentaire et formel, principalement destiné à promouvoir les préjugés, l'arrogance et la servilité. Bref, la plus complète insensibilité. L'Église cherche avant tout à transformer les individus en parfaits imbéciles et à les détourner de la quête du paradis sur terre en échange d'une imaginaire félicité céleste. » De son côté, la presse capitaliste entretient la confusion des esprits en ce qui concerne la vie politique. Les travailleurs ne doivent donc attendre aucune aide des agents capitalistes dans leur lutte contre le système en place. Ils doivent se libérer par leurs propres moyens. Jamais dans le passé aucune classe privilégiée n'a abdiqué volontairement sa tyrannie. Il ne faut donc pas espérer que les capitalistes contemporains abandonneront leurs privilèges sans y être contraints. Ce manifeste exigeait également des droits égaux pour tous, sans distinction de sexe ou de race, et citait le manifeste du Parti communiste. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Vous n'avez rien à perdre excepté vos chaînes, et vous avez un monde à saisir. À Chicago, la récente International Working People's Association comptait environ 5000 membres. Elle publiait un journal en 5 langues et organisait des manifestations de masse et des défilés. En outre, à travers le rôle majeur qu'elle jouait dans l'organisation des grèves, elle exerçait également une solide influence sur les 22 syndicats qui composaient le Central Labor Union of Chicago. S'il existait des divergences théoriques entre tous ces groupes révolutionnaires, les théoriciens étaient souvent contraints de s'entendre, pratiquement au cours de très nombreux conflits du travail qui marquèrent les années 1880. Début 1886, le Texas and Pacific Railroad licencia un responsable de l'assemblée locale des chevaliers du travail. Une grève s'ensuivit, qui s'étendit bientôt à tout le sud-ouest des États-Unis, limitant sérieusement le trafic ferroviaire jusqu'à Saint-Louis et Kansas City. 9 jeunes gens recrutés à la Nouvelle-Orléans pour assurer le maintien de l'ordre et la protection des biens de la compagnie apprirent beaucoup de cette grève et refusèrent de poursuivre leur mission. Ils déclarèrent « En tant qu'être humain, nous ne pouvons accepter de travailler pour ôter son pain de la bouche à autrui, même si ce même pain devait nous être refusé. » Arrêtés à la demande de la compagnie ferroviaire pour abus de confiance, ils furent condamnés à 3 mois d'emprisonnement. Les grévistes se lancèrent dans le sabotage. Une dépêche en provenance d'Atchison, dans le Kansas, annonçait « Au matin, les surveillants de la rotonde du Missouri Pacific Railroad se sont fait surprendre par une quarantaine d'hommes masqués. Les gardes ont ensuite été réunis dans la réserve par un petit groupe d'hommes armés de pistolets, tandis que les autres endommageaient gravement 12 locomotives garées dans les hangars. » En avril, une bataille rangée entre policiers et grévistes éclata dans les quartiers est de Saint-Louis, faisant 7 morts parmi les manifestants. En guise de représailles, les grévistes incendièrent les entrepôts de la compagnie ferroviaire Louisville and Nashville. Le gouverneur décréta la loi martiale et dépêcha sur place 700 soldats de la garde nationale. Soumis aux arrestations massives, à la violence des shérifs et de leurs adjoints, et abandonnés par les travailleurs plus qualifiés et mieux payés des confréries de cheminots, de la Railroad Brotherhoods, les grévistes ne purent pas tenir plus longtemps. Ils abandonnèrent après quelques mois de lutte. Nombre d'entre eux furent inscrits sur les listes noires. Au début du printemps 1886, les mouvements en faveur de la journée de 8 heures prirent de l'ampleur. Le 1er mai, l'American Federation of Labor, AFL, fondée 5 ans auparavant, appela à la grève nationale partout où la journée de 8 heures avait été refusée. Terence Ponderly, président des Chevaliers du Travail, s'opposa aux grèves en prétendant qu'employeurs et employés devraient d'abord être informés sur la journée de 8 heures. Mais certaines des assemblées de cette organisation suivirent tout de même le mot d'ordre de grève. Le grand maître de la confrérie des conducteurs de locomotives y était également opposé. Il déclara « 2 heures de travail en moins, c'est 2 heures de plus à traîner n'importe où, et 2 heures de plus à boire. » Mais les cheminots ne l'écoutèrent pas et participèrent massivement au mouvement. Ainsi, ce furent les 350 000 travailleurs de 11 562 entreprises à travers tout le pays qui se mirent en grève. À Détroit, 11 000 personnes défilèrent pour obtenir la journée de 8 heures. À New York, ils étaient 25 000 à participer, sur Broadway, à une retraite au flambeau, emmenée par les 3 400 membres du syndicat des boulangers.
À Chicago, 40 000 personnes firent grève, et l'on accorda immédiatement une journée plus courte à 45 000 autres pour les dissuader de participer au mouvement. Toute l'activité ferroviaire de Chicago cessa, et la plupart des entreprises furent paralysées. Les marchés à bestiaux fermèrent également leurs portes. Un comité des citoyens, composé d'hommes d'affaires, se réunit tous les jours pour tenter d'élaborer une stratégie de défense de leurs intérêts. La milice de l'État avait été dépêchée sur place, et la police était prête. Le 1er mai, le Mail de Chicago exigeait qu'Albert Parsons et August Pies, les responsables anarchistes de l'Association internationale des travailleurs, soient tout particulièrement tenus à l'œil. On cite « Ne les lâchez pas du regard, il faudra les tenir personnellement responsables des troubles qui pourraient éclater. Si cela devait arriver, ils serviront d'exemple. » Fin de citation. Sous l'impulsion de Spies et de Parsons, la Central Labor Union avait adopté, à l'automne 1885, une vigoureuse résolution. Qu'il soit entendu que nous appelons instamment la classe salariée à s'armer pour opposer à ces exploiteurs le seul argument réellement efficace, la violence. Qu'il soit entendu, en outre, que bien que nous n'attendions pas grand-chose de l'application de la journée de 8 heures, nous promettons solennellement d'assister nos frères plus modérés dans la lutte de classe de toutes nos forces et par tous les moyens dont nous disposons. Et ce, aussi longtemps qu'ils continueront à faire ouvertement et résolument front contre nos oppresseurs communs, les parasites, les exploiteurs aristocratiques. Notre cri de guerre est « mort aux ennemis du genre humain ». Le 3 mai, une série d'événements eut lieu qui allaient placer Parsons et Spies exactement à la situation décrite par le Mail. Devant les locaux des McCormick Harvester Works, alors que les grévistes et leurs partisans se battaient contre des briseurs de grève, la police tira sur un groupe de grévistes qui fuyaient l'endroit, faisant de nombreux blessés et 4 morts. Furieux, Spies se rendit à l'imprimerie du Arbeiter Zeitung et tira un tract rédigé en anglais et en allemand. Revanche aux armes travailleurs, depuis des années vous endurez les plus abjectes humiliations. Vous vous épuisez au travail. Vous offrez vos enfants en sacrifice aux seigneurs industriels. En bref, toute votre vie, vous avez été des esclaves misérables et obéissants. Et pourquoi ? Pour satisfaire la cupidité insatiable et remplir les coffres de votre voleur et fainéant de maître. Aujourd'hui que vous lui demandez de soulager votre fardeau, il vous envoie ses tueurs pour vous tirer dessus, pour vous tuer. Nous vous exhortons à prendre les armes, aux armes. Fin de citation. Un rassemblement était prévu le 4 mai au soir, au Haymarket Square de Chicago. 3000 personnes y participèrent. Tout se déroula d'abord paisiblement. Puis, comme l'orage se faisait plus menaçant et l'heure plus tardive, la foule commença à se disperser. Un détachement composé de 180 policiers s'avança pour ordonner aux orateurs de faire cesser la réunion. L'orateur répliqua que c'était presque fait. C'est alors qu'une bombe explosa au milieu des policiers, faisant 66 blessés, dont 7 allaient plus tard décéder. La police répliqua en tirant sur la foule, faisant à son tour plusieurs morts et quelques 200 blessés. Sans même savoir qui avait lancé la bombe, la police arrêta 8 responsables anarchistes de Chicago. Le Journal de Chicago demandait que la justice fût prompte à juger les anarchistes arrêtés. Il ajoutait que la législation concernait la complicité de meurtre, et elle était si claire dans cet état que le procès ne pouvait qu'être bref. La loi de l'Illinois déclarait en effet que toute personne appelant à commettre un meurtre était lui-même coupable de ce meurtre. Les preuves contre les 8 anarchistes résidaient uniquement dans leurs opinions et leurs écrits. Aucun d'eux n'était présent au Haymarket ce soir-là, excepté Fielden, qui se trouvait à la tribune au moment de l'explosion. Le jury les jugea coupables et les condamna à mort. Leur appel fut rejeté, la Cour suprême déclarant que ce cas ne relevait pas de sa juridiction. L'événement entraîna une réaction internationale. Des manifestations eurent lieu en France, aux Pays-Bas, en Russie, en Italie et en Espagne. À Londres, un rassemblement de protestation fut organisé par de nombreuses personnalités dont George Bernard Shaw, William Morris et Pierre Kropotkin. Shaw avait répondu, à sa manière très personnelle, au rejet de l'appel du jugement par les 8 membres de la Cour suprême de l'Illinois. Si le monde doit absolument perdre 8 de ses habitants, il serait bon qu'il s'agisse des 8 juges de la Cour suprême de l'Illinois. Fin de citation. Un an après le procès, 4 des anarchistes condamnés, Albert Parsons, imprimeur, Auguste Spies, tapissier, Adolf Fischer et George Engel, furent pendus. Louis Ling, un jeune charpentier de 21 ans, se suicida dans sa cellule en se faisant sauter avec un bâton de dynamite. Les 3 autres restèrent en prison. Ces exécutions soulevèrent l'indignation dans tout le pays. À Chicago, 25 000 personnes participèrent à une marche funèbre. Quelques indices permettent de supposer qu'un soi-disant anarchiste, Rudolf Schnorbelt,
était en fait un agent provocateur de la police et qu'il avait lancé cette bombe qui permit l'arrestation de centaines d'individus et l'exécution des principaux militants révolutionnaires de Chicago. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas avec certitude qui a effectivement lancé la bombe. Si ces événements entraînèrent dans l'immédiat l'élimination du mouvement radical, ils entretinrent à plus long terme la colère de classe chez de nombreux individus et inspirèrent chez d'autres, particulièrement chez les jeunes de cette génération, le désir de rallier la cause révolutionnaire. 60 000 personnes signèrent une pétition adressée au gouverneur de l'Illinois, John Peter Altgeld, qui ordonna finalement une enquête, dénonça ce qui s'était passé et gracia les 3 condamnés emprisonnés. Dans tout le pays, on organisa ensuite chaque année des manifestations à la mémoire des martyrs du Haymarket. Il est impossible d'évaluer le nombre de gens dont la prise de conscience politique date de ces événements, tels Emma Goldman et Alexander Berkman, révolutionnaires obstinés de la génération suivante. Beaucoup plus tard, en 1968, les événements du Haymarket étaient encore vivants dans les esprits. À Chicago, un groupe de jeunes radicaux fit exploser le monument dédié aux policiers tués dans l'explosion. En outre, le procès de 8 leaders du mouvement contre la guerre du Vietnam fut l'occasion de rappeler, lors des manifestations et dans les divers commentaires, le souvenir des 8 de Chicago, du siècle précédent que l'on avait condamnés pour leurs idées. Après les événements du Haymarket, les conflits de classe et la violence se poursuivirent. Grèves, fermeture d'usines, listes noires, appel au personnel de l'agence Pinkerton et à la police pour briser les grèves par la force et aux tribunaux pour les réprimer par la loi. Lors d'une grève des conducteurs de tramway à New York, un an seulement après le Haymarket, la police chargea des milliers de personnes à coups de matraque. Le Sun de New York rapportait que des hommes au crâne défoncé rampaient un peu partout en essayant de fuir. La colère et le ressentiment s'exprimèrent à l'occasion de l'élection du maire de New York à l'automne 1886. Les syndicats fondèrent un parti indépendant des travailleurs et désignèrent pour candidat Henry George, l'économiste radical, auteur du célèbre Progress and Poverty. Le programme de George nous renseigne sur les conditions de vie des travailleurs new-yorkais dans les années 1880. Il exigeait que le critère de propriété soit aboli dans la constitution des jurys populaires, que les grands jurés soient issus aussi bien des classes défavorisées que de la classe bourgeoise qui les domine actuellement, que la police n'intervienne pas lors des rassemblements pacifiques, que l'inspection sanitaire des bâtiments soit obligatoire, que le travail contractuel soit aboli dans les services publics, que le principe du « à travail égal, salaire égal » pour les femmes soit institué, que les tramways soient la propriété de l'administration municipale. Fin de citation. Le candidat démocrate était Abraham Hewitt, propriétaire d'aciéries, et le candidat républicain Theodore Roosevelt. Ce dernier avait été désigné lors d'une convention dirigée par Elihu Root, un avocat d'affaires, et dont l'ultime orateur, Chauncey Depew, était dirigeant d'une compagnie ferroviaire. Après une campagne marquée par la fraude et la corruption, Hewitt fut élu avec 45% des voix, George obtint 31% des voix et Roosevelt 27%. Le World de New York y voyait un signe. La protestation tonitruante, exprimée par les 67 000 voix de Henry George contre les pouvoirs combinés des 2 partis politiques, de Wall Street, des intérêts d'affaires et de la presse, devrait servir d'avertissement à la communauté et l'inciter à entendre les revendications du monde du travail lorsqu'elles sont à la fois justes et raisonnables. Fin de citation. Des candidats du monde du travail se présentèrent également dans d'autres villes du pays. 25 000 voix sur 92 000 se portèrent sur l'un d'entre eux à Chicago. Ils remportèrent également la mairie de Milwaukee et quelques postes électifs locaux à Fort Worth dans le Texas, Eaton dans l'Ohio et Leadville dans le Colorado. Il apparut alors clairement que les événements du Haymarket n'avaient pas totalement anéanti le mouvement ouvrier. L'année 1886 fut pour nombre de contemporains celle de la Grande Révolte du Travail. De 1881 à 1885, il y avait eu en moyenne 500 grèves par an qui avaient mobilisé environ 150 000 travailleurs. En 1886, il y eut 1400 grèves et 500 000 travailleurs mobilisés. John Commons y voit, dans son History of the Labor Movement in the United States, les signes d'un grand mouvement emmené par la classe des travailleurs non qualifiés qui s'était finalement révoltés. Et d'ajouter, ce mouvement présentait toutes les caractéristiques d'une véritable guerre sociale. Les travailleurs exprimaient par ces grèves leur haine la plus totale à l'encontre du capital. L'amertume la plus extrême envers le capital se manifestait également dans toutes les actions des chevaliers du travail. Lorsque leurs dirigeants tentaient de les contenir, ils étaient généralement désavoués par la base. Des révoltes sporadiques éclatèrent même chez les Noirs du Sud,
que toutes les forces militaires, politiques et économiques des États, avec l'aval du gouvernement fédéral, s'acharnaient à maintenir dans la docilité et au travail. Si les Noirs se trouvaient dispersés sur leur lieu de travail dans les champs de coton, ils travaillaient en groupe dans les plantations sucrières. Il existait donc là des possibilités d'organisation. En 1880, ces Noirs avaient cessé le travail pour obtenir le passage de leur salaire de 75 cents à 1 dollar et menaçaient en outre de quitter l'État s'ils n'obtenaient pas satisfaction. Certains grévistes furent arrêtés et emprisonnés, mais les autres continuèrent à défiler dans les plantations de canne à sucre en brandissant des pancartes du type « 1 dollar par jour » ou « On va au Kansas ». Ils furent arrêtés encore et encore jusqu'à ce que la grève prenne fin. En 1886, à l'apogée des Chevaliers du Travail, l'organisation s'intéressa de près aux plantations sucrières. Les travailleurs noirs dont le salaire ne permettait pas de subvenir correctement aux besoins de leur famille et qui étaient le plus souvent payés en tickets d'approvisionnement, exigèrent à nouveau un salaire quotidien d'1 dollar. L'année suivante, à l'automne, près de 10 000 travailleurs des plantations sucrières se mirent en grève. Parmi eux, 90% de Noirs, membres des Chevaliers du Travail. La milice intervint et des coups de feu furent échangés. La violence éclata brusquement dans la ville de Thibodaux, devenue une sorte de village-refuge où des centaines de grévistes en colère, expulsés de leurs cabanes sur les plantations et sans le sou, se rassemblaient avec leurs enfants et leurs maigres biens. La grève menaçait la totalité de la récolte. On appliqua la loi martiale à Thibodaux. Les frères Henry et George Cox, militants noirs des Chevaliers du Travail, furent arrêtés et emprisonnés. On sait également qu'ils furent traînés ensuite hors de la prison. On n'entendit plus jamais parler d'eux. La nuit du 22 septembre 1886, des coups de feu éclatèrent, et chaque camp en rejeta la responsabilité sur l'autre. À midi, le lendemain, on compte 30 morts et une centaine de blessés parmi les grévistes noirs. 2 blancs avaient été également blessés. Un journal noir de la Nouvelle-Orléans se scandalisait. Les infirmes et les aveugles tués, des enfants et de vénérables vieillards exterminés. Les nègres n'ont offert aucune résistance. Ils ne le pouvaient pas puisque personne ne s'attendait à ce massacre. Ceux qui n'ont pas été tués se sont enfuis dans les bois, et la majorité d'entre eux se sont réfugiés dans cette ville. Saute citation des citoyens américains assassinés par une horde dirigée par un juge de l'État. Saute citation des travailleurs réclamant une augmentation de salaire traités comme des chiens. À cette époque, et dans de telles circonstances, les élans de protestation ont autant d'effet que la neige sur du plomb en fusion. Les Noirs doivent défendre leur vie, et, s'il le faut, mourir. Mourir le visage tourné vers leurs persécuteurs en luttant pour défendre leur maison, leurs enfants et leurs droits légitimes. Fin de citation. Les blancs pauvres américains ne s'en sortaient pas mieux. Dans les campagnes du Sud, ils étaient plus souvent métayers que propriétaires. Dans les villes, plutôt locataires que propriétaires. Van Woodward rappelle dans Origins of the New South que Birmingham comptait 90% de locataires. C'était également dans le Sud que l'on trouvait les taudis les plus insalubres. Les blancs pauvres vivaient, à l'instar des noirs, dans des rues sales et non pavées, regorgeant d'ordures, de crasse et de boue, selon un rapport du département à la santé. Dans le Sud, il y eut des révoltes contre le système du travail forcé des détenus, loués aux entreprises dans des conditions de quasi-esclavage. Ce système permettait de maintenir des salaires ridicules et d'utiliser des détenus comme briseurs de grève. En 1891, on exigea des mineurs de la Tennessee Coal Mine Company qu'ils signent un contrat de travail non renégociable au terme duquel ils s'engageaient à ne pas faire grève, à accepter les paiements en tickets d'approvisionnement et à abandonner leur droit de regard sur la quantité de charbon extrait. Les mineurs étaient payés à la tâche. Devant le refus de signer cet accord, les mineurs furent expulsés de leur logement et leur travail confié à des détenus. Au soir du 31 octobre 1891, environ 1000 mineurs en armes prirent le contrôle de la zone d'extraction, libérèrent 500 détenus et brûlèrent les baraquements dans lesquels ces derniers étaient enfermés. Les entreprises reculèrent et acceptèrent de ne plus utiliser de détenus, de renoncer aux contrats non renégociables et de laisser les mineurs vérifier le volume de leur production. L'année suivante, au Tennessee, les incidents de ce type se multiplièrent. Van Woodward les qualifiait d'insurrection. Les mineurs se saisirent des surveillants de la Tennessee Coal and Iron Company, brûlèrent les baraquements et acheminèrent les détenus vers Nashville. D'autres syndicats, du Tennessee, leur apportèrent leur aide. Un observateur témoigna devant la Fédération professionnelle de Chattanooga en ces termes. « Je voudrais que les gens se rendent bien compte de l'étendue de ce mouvement. J'ai vu de mes yeux l'assurance écrite d'un renfort apporté aux mineurs, signé par 7500 personnes prêtes à rejoindre les lieux si un seul coup de feu devait être tiré. La totalité du district exige d'une seule voix que les détenus s'en aillent. Comme les mineurs défilaient lundi, j'ai pu compter 840 fusils.
Dans la foule, tout le monde était armé. Les commandants des différentes compagnies sont tous d'anciens soldats. Blancs et noirs défilent ensemble. La même année, à la Nouvelle-Orléans, 42 syndicats locaux réunissent près de 20 000 membres. Une grande majorité de blancs mais aussi quelques noirs décrètent une grève générale qui mobilisa la moitié de la population. Le travail cessa dans toute la ville. Après 3 jours, et après qu'on eut fait appel à des briseurs de grève, instauré la loi martiale et menacé de la milice, la grève prit fin sur un compromis. Augmentation des salaires et réduction du temps de travail, mais toujours pas de reconnaissance des syndicats. L'année 1892 fut marquée par des grèves dans tout le pays. Outre la grève générale de la Nouvelle-Orléans et celle des mineurs de charbon au Tennessee, les aiguilleurs se mirent en grève à Buffalo, dans l'État de New York, ainsi que les mineurs de cuivre de Coeur Allen, dans l'Idaho. Cette grève fut marquée par des combats armés entre grévistes et briseurs de grève qui firent de nombreux morts. Un journal daté du 11 juillet 1892 en fait état. L'épouvantable conflit entre les grévistes et les non-syndiqués qui les ont remplacés a finalement éclaté. 5 hommes sont déjà morts et 16 autres à l'hôpital. La manufacture Frisco sur la rivière Canyon est en ruine. La mine Gem s'est rendue aux grévistes. Les armes des employés ont été saisies et les employés eux-mêmes chassés de la région. Enivrés par ces victoires, les grévistes les plus virulents envisagent de se rendre dans d'autres places fortes tenues par les non-syndiqués. Fin de citation. La garde nationale, appelée par le gouverneur, reçut le renfort de troupes fédérales. 600 mineurs furent encerclés et enfermés dans des enclos à bestiaux. Les « jaunes » entre guillemets furent réintégrés, les meneurs licenciés et la grève brisée. Début 1892, pendant que Carnegie était en Europe, la série Carnegie and Homestead, en Pennsylvanie, aux environs de Pittsburgh, était dirigée par Henry Clay Frick. Ce dernier décida de réduire les salaires et d'éliminer les syndicats. Il fit enlever une clôture de 5 km de long et de 3,50 m de haut surmontée de barbelés et trouée de meurtrières pour permettre le passage des fusils. Lorsque les ouvriers refusèrent les diminutions de salaire, Frick licencia tout le monde et loua les services de l'agence Pinkerton pour défendre les briseurs de grève. Bien que 750 seulement des 3888 ouvriers de Homestead aient été syndiqués, 3000 d'entre eux votèrent massivement la grève. L'usine était située sur la Monongahela River et un millier de grévistes formèrent un piquet de grève pour en surveiller les abords. Un comité de grévistes s'empara de l'administration de la ville. Le shérif tenta vainement de constituer un groupe de citoyens pour s'y opposer. Dans la soirée du 5 juillet 1892, des centaines d'employés de l'agence Pinkerton s'embarquèrent sur des barges en aval de l'usine où les attendaient 10 000 grévistes et leurs partisans. La foule interdit aux équipages des barques de débarquer. Un gréviste qui avait sauté sur la passerelle tira sur un garde de Pinkerton qui tentait de l'écarter. Au cours de la lutte qui s'ensuivit, 7 ouvriers trouvèrent la mort. Les Pinkerton durent rembarquer. Attaqués de tous côtés, ils décidèrent de se rendre. La foule en furie les roua de coups. Il y eut des morts dans les 2 camps. Les jours suivants, les grévistes gardèrent le contrôle des environs. L'État finit par s'en mêler. Le gouverneur dépêcha la milice, équipée des armes les plus récentes, pour protéger l'arrivée des briseurs de grève. Les principaux responsables de la grève furent accusés de meurtre. 160 autres grévistes furent jugés pour divers crimes. Tous furent acquittés par des jurys compréhensifs. On arrêta alors l'ensemble du comité de grève pour trahison envers l'État, mais aucun jury ne voulut les condamner. La grève dura encore 4 mois. Mais l'usine continuait de produire de l'acier grâce aux briseurs de grève qu'on avait le plus souvent acheminés sur place dans des wagons blindés et qui ignoraient pour la plupart leur destination. Les grévistes, sans ressources, acceptèrent de retourner au travail et les meneurs furent mis sur liste noire. Cette défaite peut s'expliquer entre autres par le fait que la grève était circonscrite à l'usine de Homestead, pendant que les autres usines Carnegie continuaient de fonctionner. Quelques ouvriers des hauts fourneaux se mirent bien en grève, mais ils furent rapidement contraints d'abandonner. Cette défaite mit fin à toute tentative de syndicalisation des usines Carnegie, et les travailleurs supportèrent des baisses de salaire et des augmentations d'horaires sans résistance. Au beau milieu de la grève de Homestead, Alexander Berkman, un jeune anarchiste de New York, décida, en accord avec quelques amis anarchistes, dont sa maîtresse Emma Goldman, de se rendre à Pittsburgh. Résolu à abattre Henry Clay Frick, il réussit à pénétrer dans son bureau, mais il ne fit que le blesser. Berkman fut capturé, emprisonné et finalement jugé pour tentative de meurtre. Il passa 14 ans au pénitencier de l'État.
Ses Prison Memories of an Anarchist offre une description détaillée de sa tentative de meurtre et de ses années d'emprisonnement, au cours desquelles il changea d'opinion sur l'utilité du meurtre tout en restant résolument révolutionnaire. L'autobiographie d'Emma Goldman, Living My Life, illustre parfaitement cette colère, ce sens de l'injustice et ce désir d'une vie différente qui habitait les jeunes radicaux de l'époque. L'année 1893 fut marquée par la plus importante crise économique de l'histoire du pays. Après plusieurs décennies de croissance industrielle sauvage, de manipulation financière, de spéculation et de profits non contrôlés, tout s'effondra. 642 banques firent faillite et 16 millions d'entreprises fermèrent leurs portes. Sur 15 millions de travailleurs, 3 millions se retrouvèrent au chômage. Aucune législature d'État ne vota de mesures particulières, mais des manifestations gigantesques à travers tout le pays obligèrent les municipalités à organiser des soupes populaires et à offrir des emplois publics. Lors d'un important rassemblement de chômeurs à l'Union Square de New York, Emma Goldman invita ceux dont les enfants mouraient de faim à se servir directement dans les magasins. Elle fut arrêtée pour incitation à la violence et condamnée à 2 ans d'emprisonnement. À Chicago, on estimait à environ 200 000 le nombre de chômeurs. Tous les soirs, le sol et les escaliers de l'hôtel de ville et des postes de police étaient occupés par une foule d'hommes cherchant le sommeil. La crise dura plusieurs années et entraîna une véritable déferlante de grèves. La plus importante d'entre elles, la grève générale des cheminots, éclata en 1894 dans les usines de Pullman, aux environs de Chicago. Si l'on en croit le rapport de 1890 du commissaire au travail, les salaires annuels des cheminées s'élevaient à 957 $ pour les mécaniciens, les aristocrates du rail entre parenthèses, 575 $ pour les conducteurs, 212 $ pour les chefs de train et 124 $ pour les simples cheminots. Le travail dans les chemins de fer était une activité particulièrement dangereuse. Chaque année, les accidents du travail faisaient plus de 2000 morts et environ 30 000 blessés chez les cheminots. Les compagnies ferroviaires invoquaient alors la volonté divine ou la négligence entre guillemets des employés. Néanmoins, le Locomotive Fireman's Magazine affirmait: le fait est que les dirigeants des chemins de fer réduisent le personnel et exigent de leurs employés qu'ils fassent le double de travail, ce qui implique un manque de repos et de sommeil. Les accidents sont donc imputables à l'avidité de cette corporation. Fin de citation. C'est la crise de 1893 qui poussa Eugène Debs à consacrer sa vie au syndicalisme et au socialisme. Debs était originaire de Terre Haute dans l'Indiana, où ses parents tenaient un commerce. Ils avaient travaillé pour les chemins de fer entre 14 et 18 ans et avaient démissionné lorsqu'un de ses amis était passé sous une locomotive. Il rejoignit ensuite la Railroad Brotherhood, mais s'opposa aux grèves de 1877, prétendant qu'il n'y avait pas nécessairement conflit entre le capital et le travail. Il fut pourtant profondément remué par la lecture du Looking Backward d'Edward Bellamy. Il suivit de près les événements de Homestead, de Coeur Allen, ainsi que la grève des aiguilleurs de Buffalo. Il écrivait: « Si les travailleurs ont appris en 1892 une leçon digne d'être retenue, c'est que la classe capitaliste les enserre, comme une pieuvre, dans ses tentacules et les entraîne dans les profondeurs abyssales de l'avilissement. En 1893, le principal objectif des organisations ouvrières sera d'échapper à cette terrifiante emprise. » Fin de citation. En pleine crise économique de 1893, un petit groupe de travailleurs des chemins de fer, dont Debs, créèrent le syndicat américain des chemins de fer pour fédérer les salariés de ce secteur. Debs déclara: « L'un de mes principaux objectifs a toujours été l'union des travailleurs des chemins de fer, de les rassembler en une seule grande formation. L'inscription dans une classe nourrit les préjugés de classe et l'égoïsme de classe. Le souhait de toute ma vie a été d'unifier les travailleurs des chemins de fer, d'éliminer l'aristocratie du travail et de les réorganiser afin qu'ils soient tous sur un pied d'égalité. » Selon David Montgomery, spécialiste de l'histoire ouvrière, les membres des Chevaliers du Travail affluèrent en masse, fusionnant de fait cette ancienne organisation avec le syndicat américain des chemins de fer. Debs voulait admettre tout le monde, mais les Noirs furent finalement exclus, lors de la Convention de 1894. La clause excluant les Noirs, adoptée lors de la création du syndicat, fut confirmée par 112 voix contre 100. Plus tard, Debs estima que cette attitude avait eu des conséquences cruciales dans l'échec de la grève Pullman, en décourageant les travailleurs noirs de coopérer avec les grévistes. En juin 1894, les travailleurs de la Pullman Palace Car Company se mirent en grève. On peut se faire une idée de l'ampleur du soutien qu'ils reçurent au cours des premiers mois de la grève à la simple lecture de la liste des contributions dressées par le révérend William H. Cowardin, pasteur méthodiste en poste à Pullman depuis 3 ans.
Il fut muté après la grève. Syndicat des typographes, syndicat des peintres et décorateurs, syndicat des charpentiers, 34e section du club républicain, police du Grand Crossing, département des eaux de Hyde Park, syndicat des laitiers, commerce de spiritueux de Hyde Park, poste de police de la 14e circonscription, les concerts suédois, les pompiers de Chicago, la chorale allemande, un chèque adressé d'Anaconda, dans le Montana. Fin de citation. Les grévistes de Pullman demandèrent la tenue d'une convention du syndicat américain des chemins de fer pour obtenir son soutien. On cite « Monsieur le Président et très cher frère du syndicat américain des chemins de fer, nous sommes en grève à Pullman parce que nous sommes désespérés. Nous avons rejoint le syndicat américain des chemins de fer parce qu'il représente pour nous un espoir. 20 000 âmes, hommes, femmes et enfants, tournent aujourd'hui leur regard vers vous, du fond de l'obscurité et du découragement en attente du message d'espoir que vous seuls sur cette terre pouvez leur apporter. Vous devez tous savoir que notre grève a pour origine le licenciement de 2 membres de notre comité de revendication. 5 réductions de salaire. La dernière fut la plus rude, avec près de 30% de diminution alors que les loyers, eux, n'ont pas baissé. L'eau que Pullman paie à la ville, 8 cents les 4000 litres, il nous la revend 500% plus cher. Le gaz qui est à 75 cents à Hyde Park, juste au nord de chez nous, Pullman nous la revend 2,25 $. Lorsque nous sommes allés lui faire part de nos revendications, il n'a su que répéter que nous étions tous ses enfants, entre guillemets. Pullman, l'homme comme la ville, est une véritable plaie pour le corps politique. Il possède les maisons, les écoles et les églises de cette ville, à laquelle il a donné son nom autrefois obscur. Et cette gentille petite guerre, véritable danse de squelettes dans une vallée de larmes, continue et continuera éternellement, mes frères, à moins que le syndicat américain des chemins de fer n'y mette fin. Le syndicat des chemins de fer répondit à cet appel. Il demanda à ses membres, dans tout le pays, d'immobiliser les wagons Pullman. Comme la quasi-totalité des trains de passagers était composée de ces wagons, cela entraîna le boycott, de fait, de tous les trains dans tout le pays. L'intégralité du trafic sur les 24 lignes ferroviaires partant de Chicago cessa rapidement. Les travailleurs sortaient les wagons de marchandises de leurs rails, bloquaient les voies et expulsaient de leurs cabines les mécaniciens qui ne voulaient pas coopérer. La General Managers Association, regroupement des propriétaires de compagnies ferroviaires, engagea en vain 1 millier de suppléants pour briser la grève. Le ministre de la Justice, Richard Olney, ancien conseiller juridique des chemins de fer, obtint une décision de justice contre le blocage du trafic. Les grévistes ayant rejeté cette décision, le président Cleveland envoya les troupes fédérales à Chicago. Le 6 juillet, les grévistes mirent le feu à des centaines de wagons. Le lendemain, la milice de l'État intervint. Le Times de Chicago relata ainsi les événements. La compagnie C du 2e régiment a maté une foule d'émeutiers hier après-midi au croisement de la 49e et de Loomis Street. La police était sur place pour finir le travail. Nous ne sommes pas en mesure de donner le nombre des morts et des blessés parmi les émeutiers car la foule a emporté la plupart d'entre eux. Fin de citation. Près de 5000 personnes se rassemblèrent et jetèrent des pierres sur la milice qui reçut l'ordre de tirer. Reprise de la citation. Dire que la foule est devenue enragée serait un euphémisme. L'ordre de charger a été donné. Dès lors, on n'utilisa plus que les baïonnettes. Une dizaine d'hommes qui se trouvaient dans les premiers rangs reçurent des coups de baïonnettes. Armée de pavés, la foule déterminée chargea elle aussi. Le mot passa dans les rangs de la milice que les soldats devaient se défendre. Les uns après les autres, lorsque la situation l'exigeait, ils se mirent à tirer à l'aveugle sur la foule. La police vint ensuite avec ses matraques. Une clôture de barbelés avait été disposée tout autour des voies. Les émeutiers l'avaient oublié, et quand ils ont voulu s'enfuir, ils se sont trouvés pris au piège. La police se montra peu encline à l'indulgence, et la foule, acculée au barbelé, fut impitoyablement matraquée. Les gens situés à l'extérieur coururent au secours des émeutiers. Les jets de pierre continuèrent sans faiblir. Le lieu de combat ressemblait à un champ de bataille. Les hommes tués par les soldats et la police étaient étendus sur le sol un peu partout. Fin de citation. À Chicago, ce jour-là, 13 personnes trouvèrent la mort, 33 furent sérieusement blessés et 700 autres arrêtés. Sur toute la durée de la grève, il y eut environ une trentaine de morts et il fallut 14 000 soldats, policiers et membres de la milice pour y mettre fin. Debs fut arrêté pour avoir enfreint la décision de justice lui interdisant de faire ou de dire quoi que ce soit en faveur de la grève. Il déclara devant le tribunal. Il me semble que, sans les mouvements de résistance aux conditions de vie dégradantes, toute notre civilisation connaîtrait le déclin, et, au bout de quelque temps, toute résistance ayant disparu, ce serait ni plus ni moins l'esclavage.
À cette occasion, Debs nia être socialiste, mais au cours des 6 mois qu'il passa en prison, il s'intéressa au socialisme et discuta longuement avec des camarades socialistes. Il devait écrire plus tard. Je reçus le baptême socialiste dans la rigueur de la lutte. La lutte des classes me fut révélée dans chaque reflet des baïonnettes et à chaque lueur des fusils. C'est là que j'ai pris ma première leçon de socialisme. Fin de citation. 2 ans après sa libération, Debs écrivit dans le Railway Times. La véritable question est celle de l'opposition du socialisme et du capitalisme. Je suis pour le socialisme parce que je suis pour l'humanité. La malédiction du règne de l'or dure depuis suffisamment longtemps, et l'argent ne peut pas être le fondement d'une civilisation. Le temps est venu de régénérer la société. Nous sommes à l'aube d'un bouleversement universel. Fin de citation. Ainsi, les années 1880 et 1890 virent-elles l'explosion d'insurrections ouvrières mieux organisées que les grèves spontanées de 1877. Les mouvements révolutionnaires guidaient les luttes ouvrières et les idées socialistes influençaient la plupart des leaders ouvriers. Une nouvelle littérature radicale se développait, qui évoquait des changements fondamentaux et la possibilité d'une vie différente. À cette même époque, les revendications des fermiers, au nord comme au sud, blancs ou noirs, allaient bien plus loin que les protestations ponctuelles exprimées par les fermiers avant la guerre de sécession. Elles furent à l'origine du plus grand mouvement de révolte agraire que le pays ait jamais vu. Pendant le débat sur la loi du Homestead au Congrès en 1860, un sénateur du Wisconsin déclara qu'il y était favorable parce que cette mesure simple repousserait de plusieurs siècles et peut-être même éternellement les âpres conflits entre capital et travail dans les plus anciens États américains en répartissant mieux leurs excédents de population pour créer de meilleures conditions de subsistance. Mais la loi du Homestead n'eut pas cet effet. Elle n'apporta pas la sécurité à l'Est par le simple déplacement de population vers l'Ouest. Elle ne pouvait décidément pas servir de soupape de sécurité car le mécontentement était bien trop important pour être aussi aisément contenu. Comme l'affirme Henry Nash Smith dans Virgin Land, et comme nous l'avons vu par ailleurs, les 3 décennies qui suivirent le vote de la loi furent marquées, au contraire, par les plus importants et les plus durs conflits sociaux que les États-Unis aient connus jusqu'alors. Cette loi ne réussit pas non plus à ramener le calme dans les régions agricoles de l'Ouest. Hamlin Garland, qui fit tant pour populariser la vie des fermiers auprès des Américains, écrivait dans la préface de son roman Jason Edwards: « Les terres vierges ont disparu. Le moindre demi-hectare de terre cultivable disponible appartient désormais aux entrepreneurs ou aux intérêts privés. » Dans ce roman, un artisan ouvrier de Boston, séduit par des annonces publicitaires, part vers l'ouest avec sa famille. Mais il découvre vite que toutes les terres situées à moins de 50 km de la voie ferrée sont déjà aux mains des spéculateurs. Après s'être battu 5 années consécutives pour rembourser un prêt et obtenir un titre de propriété pour sa ferme, il assiste impuissant à la destruction de sa récolte par une tempête. Malgré le désespoir qui régnait si souvent dans la littérature agraire de l'époque, l'espérance d'une vie meilleure s'y exprimait de temps en temps. Dans un autre roman de Garland, A Spoil of Office, l'héroïne s'exprime en ces termes: « Je vois venir un temps où le fermier ne sera plus obligé de vivre dans une cabane sur une ferme isolée. Je vois les fermiers s'unir, je les vois en train de lire, de se rendre visite. Je les vois heureux assister à des conférences dans de superbes salles construites à cet effet dans tous les villages. Je les vois à la veillée, comme les anciens Saxons réunis pour chanter et danser. Je vois des villes se construire aux environs avec leurs écoles, leurs temples, leurs salles de concert et leurs théâtres. Je vois le jour où le fermier cessera d'être une bête de somme et sa femme une esclave enchaînée, pour redevenir des hommes et des femmes travaillant avec plaisir une terre fertile. Les garçons et les filles ne partiront plus pour l'ouest ou pour la ville. La vie vaudra d'être vécue. Ce jour-là, la lune sera plus brillante, les étoiles plus scintillantes et le plaisir, la poésie et la joie de vivre redeviendront le lot de tous ceux qui travaillent la terre. » Fin de citation. Hamlin Garland dédia son roman Jason Edwards, écrit en 1891, à la Farmers Alliance, qui fut le moteur de ce grand mouvement des années 1880-1890, plus connu par la suite sous le nom de « mouvement populiste ». Entre 1860 et 1910, l'armée américaine, débarrassant les grandes plaines de ses populations indiennes, permit aux compagnies ferroviaires d'y pénétrer et de mettre la main sur les meilleures terres. Les fermiers n'arrivèrent qu'ensuite pour occuper les terres restantes. Entre 1860 et 1900, la population américaine passa de 31 à 75 millions d'habitants. Désormais, 20 millions d'habitants vivaient à l'ouest du Mississippi. Le nombre des fermiers passa de 2 à 6 millions. Les villes surpeuplées de l'Est, ayant un grand besoin de produits alimentaires,
Le marché agricole intérieur fit plus que doubler. 82% de la production agricole était destinée au marché intérieur. L'agriculture se mécanisa. Charrues en acier, faucheuses, moissonneuses, batteuses et graineuses de coton améliorées pour permettre de séparer la fibre de la graine et, au tournant du siècle, les grandes moissonneuses batteuses pour couper, battre et mettre en sac. En 1830, un boisseau de grains nécessitait 3 heures de travail. En 1900, l'opération ne prenait plus que 10 minutes. La spécialisation se développa selon les régions. Le coton et le tabac dans le sud, le blé et le maïs dans le Midwest. Mais la terre et les machines n'étaient pas gratuites. Les fermiers devaient donc emprunter en espérant que le prix de leur récolte resterait suffisamment élevé pour leur permettre de rembourser les prêts contractés auprès des banques et de payer le transport ferroviaire, le semencier et le stockage en silo. Malheureusement, ils découvrirent rapidement que le prix de vente de leur production baissait tandis que le transport et les intérêts bancaires augmentaient, contrairement au monopole ferroviaire et bancaire qui, en ce domaine, agissaient à leur guise. Le fermier isolé ne pouvait pas imposer ses prix. Dans son roman The Hamlet, William Faulkner décrit ainsi l'homme dont dépendaient totalement les petits fermiers du Sud. Plus grand propriétaire d'un comté, il était également juge de paix dans un autre et commissaire électoral dans les deux. Il était fermier, usurier, vétérinaire. Il possédait non seulement la plupart des bonnes terres du comté, mais également des hypothèques sur le reste. Il était à la fois propriétaire du magasin général, de l'égraineuse à coton, du moulin et de la forge. Fin de citation. On saisissait les terres et les fermes des petits propriétaires terriens qui ne pouvaient pas payer. Ils devenaient alors fermiers. En 1880, 25% de toutes les terres étaient louées à des fermiers. Ce nombre ne cessa d'augmenter dans les années qui suivirent. Ceux qui ne possédaient pas de quoi louer devenaient ouvriers agricoles. En 1900, ces derniers étaient déjà 4 500 000. Ces fermiers désespérés et exploités pouvaient-ils attendre une aide quelconque de la part du gouvernement ? Dans son Histoire du mouvement populiste, The Democratic Promise, Lawrence Goodwin explique qu'après la guerre de sécession, les deux partis étaient sous le contrôle des capitalistes. Ils restaient séparés entre Nord et Sud et campaient sur leur animosité réciproque. L'émergence d'un parti réformateur qui dépasserait ses frontières pour unifier les classes laborieuses du Nord et du Sud, sans parler des Blancs et des Noirs, des étrangers et des Américains d'origine, était difficile à concevoir. Le gouvernement joua son rôle en soutenant les banques et en réprimant les petits propriétaires terriens. Il maintint la masse monétaire, indexée sur la réserve d'or, à un niveau constant alors que la population augmentait si rapidement qu'il y avait proportionnellement de moins en moins de monnaie en circulation. Les banquiers, en remboursement de leurs prêts, obtenaient des dollars valant plus que ceux qu'ils avaient prêtés antérieurement, ce qui constituait une sorte d'intérêt naturel venant s'ajouter aux intérêts contractuels. C'est d'ailleurs pour cette raison que tant de revendications émanant des mouvements de fermiers ont trait à l'augmentation de la masse monétaire par le biais d'une émission de papier-monnaie ne correspondant pas à la réserve d'or effective du Trésor. Le mouvement de la Farmers Alliance naquit au Texas, dans ce sud où le système de gage sur récolte était le plus brutal. Ce système permettait aux fermiers d'obtenir du fournisseur ce dont il avait besoin. S'il n'avait pas d'argent pour payer le fournisseur, il gageait sa récolte avec un intérêt de l'ordre de 25%. Selon Goodwin, le système de gage sur récolte devint, pour des millions de sudistes, blancs et noirs confondus, une sorte d'esclavage. L'individu qui détenait le livre de comptabilité, qualifié de fournisseur par le fermier blanc, était tout simplement l'homme pour les noirs. Les années passant, le fermier s'endettait de plus en plus, jusqu'à ce qu'on saisisse sa ferme et qu'il se retrouve simple métayer. Pour illustrer son propos, Goodwin raconte deux histoires. Un fermier blanc de Caroline du Sud avait acheté entre 1887 et 1895 pour 2681 $ et 2 centimes de produits à un fournisseur. Comme il ne put lui rembourser que 687,31 $, il lui donna finalement sa terre. Entre 1894 et 1901, Matt Brown, un fermier noir de Black Hawk, dans le Mississippi, s'approvisionnait auprès du magasin Jones, s'endettant de plus en plus. Pour finir, son nom est mentionné une dernière fois dans le livre de compte du fournisseur en 1905, pour l'achat d'un cercueil. Il est impossible de savoir exactement combien de révoltes eurent lieu contre ce système. À Delhi, en Louisiane, en 1889, des petits fermiers firent irruption dans la ville et saccagèrent les magasins pour, selon leurs propres termes, annuler leurs dettes. Au plus fort de la crise de 1877, des fermiers blancs se réunirent dans une ferme du Texas pour fonder la première Farmers Alliance. En quelques années, le mouvement s'étendit à tout l'État. En 1882, on comptait 120 groupes de l'Alliance dans 12 comtés.
En 1886, 100 000 fermiers se répartissaient dans 2000 sous-groupes. Ils proposaient des alternatives à l'ancien système. Rejoindre l'Alliance et former des coopératives, acheter du matériel en commun et obtenir des prix plus bas. Ils se mirent également à mettre leur coton en commun et à le vendre via les coopératives. Ce système prit le nom de bulking. Dans certains États, une fédération agricole fit son apparition pour imposer que des lois soient votées en faveur des fermiers. Mais, comme le reconnaissait l'un de ses organes de presse, elle était essentiellement conservatrice et proposait une résistance ferme, bien organisée et rationnelle aux atteintes à la liberté individuelle, contrairement aux menées aussi vaines qu'illégales des partisans du communisme. Fin de citation. Dans cette période de crise, la fédération agricole était trop peu vindicative. Elle perdit des adhérents, tandis que la Farmers Alliance continuait de prospérer. Dès le départ, la Farmers Alliance éprouva de la sympathie pour le monde ouvrier en plein essor. Lorsque les chevaliers du travail se mirent en grève contre une ligne de bateaux à vapeur à Galveston, dans le Texas, William Lamb, l'un des responsables les plus radicaux de l'Alliance texane, s'exprima au nom de nombreux membres de l'Alliance. Mais tous n'étaient pas d'accord. Dans une lettre ouverte aux membres de l'organisation, comme le temps viendra bientôt où la Farmers Alliance devra boycotter des producteurs afin d'obtenir directement les produits, nous pensons que c'est le moment d'aider les chevaliers du travail. Selon Goodwin, c'est avec cette lettre que prit forme l'alliance radicalisme-populisme. Le président de l'alliance texane refusa de soutenir ce boycott, mais certains membres texans de l'organisation rédigèrent une déclaration. Attendu que nous sommes témoins des coups que les capitalistes portent à tous les secteurs du monde du travail, nous apportons notre soutien aux chevaliers du travail dans leur lutte contre les monopoles et nous proposons de nous tenir à leur côté. Fin de citation. À l'été 1886, dans la ville de Cleburne, près de Dallas, l'Alliance tint une réunion au cours de laquelle fut rédigé ce qui allait devenir célèbre sous le nom de Revendication de Cleburne. Il s'agissait en fait de la première expression véritable du mouvement populiste qui exigeait une législation visant à garantir notre peuple contre les abus lourds et honteux que font actuellement peser sur la classe laborieuse les capitalistes arrogants et les puissantes entreprises. Ils appelaient de leur vœu la réunion d'une convention nationale de toutes les organisations de travailleurs afin de discuter des mesures à prendre dans l'intérêt des classes laborieuses et proposer la réglementation des prix, du transport ferroviaire, la lourde imposition des terres possédées à de seules fins spéculatives et l'augmentation de la masse monétaire. La Farmers Alliance continuait d'étendre son influence. Au début de 1887, elle comptait environ 200 000 membres regroupés dans 3000 sections. En 1892, des porte-paroles de l'Alliance avaient visité 43 États et s'étaient adressés à près de 2 millions de familles au cours de ce que Goodwin qualifie de la plus importante tentative d'organisation menée par un groupe de citoyens américains du XIXe siècle. Cette tentative impliquait la coopération, la création d'une culture propre au monde des fermiers, des partis politiques spécifiques qui imposeraient le respect que les responsables industriels et politiques du pays leur refusaient. Des militants texans se rendirent en Géorgie pour y fonder des groupes de l'Alliance. 3 ans après, la Géorgie comptait 100 000 membres environ, répartis dans 134 de ses 137 comtés. Au Tennessee, ils furent bientôt 125 000, regroupés dans 3 600 sections couvrant 92 des 93 comtés de l'État. Selon un observateur contemporain, l'Alliance se propageait à la vitesse d'une tornade. Au Mississippi, ainsi qu'en Louisiane et en Caroline du Nord, puis plus au nord au Kansas et dans les 2 Dakota, où 35 coopératives virent le jour. En 1886, Henry Vincent, l'une des figures les plus importantes du mouvement au Kansas, fonda un journal, l'American No-Conformist and Kansas Industrial Liberator. Dans son premier numéro, on pouvait lire « Ce journal se propose de publier des articles destinés à éduquer les classes laborieuses, les fermiers et les producteurs. Dans toutes les luttes, il entend se trouver aux côtés de l'opprimé contre l'oppresseur. » En 1889, l'Alliance du Kansas comptait 50 000 membres. Quelques-uns de ces candidats furent élus à des postes administratifs. La National Farmers Alliance comptait désormais 400 000 membres. Les terribles conditions qui avaient entraîné l'émergence de l'organisation empirèrent encore. Le maïs, qui rapportait 45 cents le boisseau en 1870, n'en valait plus que 10 en 1889, avant qu'il ne devienne trop sec. Le blé exigeait l'utilisation d'une lieuse, qui coûtait cher et que le fermier devait acheter à crédit, tout en sachant pertinemment que les $200 nécessaires seraient 2 fois plus difficiles à gagner les années suivantes. En outre,
Pour tout boisseau de maïs transporté par bateau, il lui fallait payer l'équivalent d'un second boisseau de maïs. Il lui fallait également payer un prix relativement élevé pour stocker les céréales dans les silos installés dans les gares. C'est dans le sud que la situation était la pire. 90% des fermiers y étaient endettés. Pour parer à cette situation, l'Alliance texane a mis sur pied une coopérative à l'échelon de l'État, une sorte de grande bourse texane qui se proposait de vendre le coton des fermiers texans en une seule gigantesque transaction. Mais pour créer cette bourse, il fallut emprunter pour avancer de l'argent aux membres de la coopérative. Les banques refusèrent de prêter. On en appela aux fermiers eux-mêmes. Le 9 juin 1888, des centaines de fermiers se rendirent dans les tribunaux du Texas pour apporter leur contribution. Mais ils ne purent réunir que 80 000 $ sur les 200 000 nécessaires. Ce ne fut pas suffisant. Les fermiers étaient si pauvres qu'ils ne purent ainsi même pas se venir en aide mutuellement. Les banques l'emportèrent, ce qui convainquit les membres de l'Alliance qu'une réforme monétaire était absolument cruciale. Les fermiers remportèrent tout de même une victoire. Ils devaient payer des prix exorbitants pour les sacs de jute dans lesquels on mettait le coton et qui étaient produits par une sorte de monopole. La Farmers Alliance organisa le boycott de la jute et fit fabriquer ses propres sacs à partir du coton lui-même, obligeant ainsi les fabricants de sacs de jute à les vendre à 5 cents le mètre au lieu de 14 cents auparavant. La complexité de la pensée des populistes se reflétait dans la personnalité de l'un de ses principaux responsables au Texas, Charles McCune, radical en économie, anticapitaliste et antitrust, mais conservateur en politique, opposé à la création d'un nouveau parti qui serait indépendant des démocrates, et raciste. McCune proposait un projet qui allait occuper une place centrale dans le programme des populistes, un système monétaire parallèle. Le gouvernement posséderait ses propres entrepôts où les fermiers pourraient stocker leurs produits et obtenir en échange des récépissés. Ces derniers, qu'on appelait les greenbacks, constitueraient un supplément de monnaie disponible ne dépendant ni de la réserve d'or, ni de celle de l'argent, mais uniquement de la production agricole globale. L'Alliance mena d'autres expériences. Dans le Dakota, un vaste projet de garantie coopérative agricole assurait les fermiers contre la perte de leurs récoltes. Alors que les grandes compagnies d'assurance demandaient 50 cents par demi-hectare, la coopérative n'en demandait que 25 voire moins. Elle émit finalement 30 000 polices d'assurance couvrant un total d'1 million d'hectares. Le projet de système monétaire parallèle de McCune dépendait complètement de la bonne volonté du gouvernement fédéral. Comme ce projet ne pouvait être pris par aucun des deux principaux partis, il fallut créer un tiers parti. Les alliances se mirent au travail. En 1890, 38 membres de l'Alliance furent élus au Congrès. Dans le Sud, l'Alliance fit élire un gouverneur en Géorgie et au Texas. Elle mit la main sur le Parti démocrate en Géorgie et remporta les 3/4 des sièges au Parlement de cet État, ainsi que 6 de ses 10 représentants au Congrès. Néanmoins, Goodwin affirme que ce ne fut qu'une apparente révolution car l'appareil politique resta aux mains des caciques habituels. Les présidences cruciales de comités, tant au Congrès qu'au Parlement de Géorgie, échurent aux conservateurs. Ainsi, le pouvoir industriel pouvait-il continuer d'utiliser son argent pour obtenir ce qu'il désirait des États et des instances fédérales. Si les alliances n'eurent jamais de réel pouvoir, elles propageaient néanmoins de nouvelles idées et un nouvel esprit. Elles formaient désormais le Parti du peuple, ou Parti populiste. Au cours de la convention de 1890, à Topeka dans le Kansas, la fameuse oratrice populiste de cet État, Mary Ellen Lees, s'adressa à une foule enthousiaste. Elle dit « Wall Street possède ce pays. Il ne s'agit plus d'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais d'un gouvernement de Wall Street, par Wall Street et pour Wall Street. Nos lois sont le fruit de ce système qui fait porter la toge aux corrompus et des guenilles aux miséreux. Les politiciens prétendent que nous souffrons de la surproduction. La surproduction, quand 10 000 enfants meurent de faim chaque année aux États-Unis et que plus de 100 000 jeunes filles à New York sont contraintes de vendre leur vertu pour du pain. Il y a 30 personnes aux États-Unis dont les richesses cumulées excèdent 1,5 milliard de dollars et un demi-million d'hommes qui cherchent du travail. Nous voulons de l'argent, des terres et des transports. Nous exigeons l'abolition des banques d'État et nous voulons pouvoir emprunter directement au gouvernement. Nous exigeons que disparaisse le système maudit de la saisie. Nous resterons dans nos maisons et près de nos foyers par la force si nécessaire et nous ne payerons pas nos dettes aux chacals des compagnies de crédit tant que le gouvernement n'aura pas payé sa dette envers nous. Le peuple est à bout et les détrousseurs d'argent qui nous poursuivent feraient bien de se méfier. » Fin de citation.
En 1892, la Convention nationale du Parti populiste de Saint-Louis élabora un programme. Son préambule fut rédigé et lu devant l'Assemblée par Ignatius Donnelly, un autre grand orateur du mouvement. Nous sommes réunis alors que la nation est au bord de la ruine morale, politique et matérielle. La corruption règne dans les urnes, au Parlement, au Congrès et jusque dans les cours de justice. Le peuple est démoralisé. Les journaux sont achetés ou muselés. L'opinion publique est réduite au silence. L'économie prostrée. Les foyers endettés, les travailleurs misérables et les terres aux mains des capitalistes. On refuse aux travailleurs des villes le droit de s'organiser pour assurer leur propre défense. L'importation d'une main-d'œuvre misérable pousse leur salaire à la baisse. Une armée de réserve constituée de laquais est prête à les abattre. Le fruit du labeur de millions d'hommes est outrageusement confisqué au bénéfice de fortunes colossales. Des entrains de ce système gouvernemental inique, deux classes se nourrissent, les misérables et les millionnaires. Une autre convention du Parti populiste, tenue en juillet 1892 à Omaha, dans le Nebraska, désigna James Weaver, un populiste de l'Iowa et ancien général de l'armée fédérale, comme président. Le mouvement populiste s'en remit désormais au système électoral. Son porte-parole, Polk, déclara que ses membres pouvaient se rendre main dans la main et le cœur léger jusqu'aux urnes pour s'emparer du gouvernement, le restaurer dans les principes de nos pères et diriger dans l'intérêt du peuple. Fin de citation. Weaver fut battu après avoir tout de même obtenu plus d'1 million de voix. Ce nouveau parti politique se proposait de rassembler différents groupes. Les républicains du Nord et les démocrates du Sud, les ouvriers des villes et les fermiers, les Noirs et les Blancs. Une Colored Farmers National Alliance vit le jour dans le Sud et compta sans doute jusqu'à 1 million de membres. Néanmoins, elle fut créée et dirigée par des Blancs. En outre, les militants noirs avaient quelques difficultés à convaincre les fermiers noirs que les réformes économiques proposées leur profiteraient autant qu'aux fermiers blancs. Les Noirs s'en étaient remis au parti républicain, celui de Lincoln, et des lois sur les droits civiques. Pourtant, comme le souligne Goodwin, en cette époque de préjugés raciaux généralisés, la mise au pas du monopole pervers des affairistes ne semblait pas tant garantir le salut aux fermiers noirs qu'aux agrariens blancs. Certains blancs comprenaient cependant la nécessité d'une union des deux populations. Un journal de l'Alabama affirmait « L'alliance blanche et celle des gens de couleur sont unies dans leur guerre contre les trusts et partagent l'idée que les fermiers devraient mettre sur pied des magasins et des manufactures coopératives, publier leurs propres journaux, diriger leurs propres écoles, avoir un droit de regard sur tout ce qui les concerne en tant que citoyens ou les affecte tant personnellement que collectivement. » Le journal officiel des Chevaliers du Travail d'Alabama, le Sentinelle, prétendait que la démocratie aristocratique tente de détruire l'alliance avec le vieux cri de ralliement « Negro », mais cela ne marchera pas. Des membres noirs de l'alliance appelaient également à l'union des races. Un responsable de la Colored Alliance de Floride déclarait « Nous sommes conscients que les intérêts du travailleur de couleur et du travailleur blanc sont identiques. » Lorsque le Parti populiste du Texas fut créé à Dallas à l'été 1891, il était multiracial et radical. Il y eut des débats francs et mouvementés entre blancs et noirs du parti. Un noir membre des Chevaliers du Travail, mécontent du caractère quelque peu vague des déclarations sur l'égalité des races, s'exprima en ces termes. « Si nous sommes égaux, pourquoi le shérif ne convoque-t-il pas des noirs dans les jurys? Pourquoi ces écriteaux réservés aux noirs dans les transports collectifs? Je veux dire à mon peuple ce que le parti populiste va faire. Je veux pouvoir lui dire si le cheval noir et le cheval blanc travailleront ensemble dans le même champ. » Un responsable blanc répondit qu'il fallait absolument qu'il y ait un délégué noir dans chaque district de l'État. « Ils sont comme nous dans la mélasse », disait-il. Lorsque quelqu'un suggéra la mise en place de clubs populistes noirs et blancs séparés, mais qui discuteraient ensemble. R.M. Humphrey, le dirigeant blanc de la Colored Alliance, répondit qu'il n'en était pas question. Les gens de couleur font partie du peuple et ils doivent être reconnus en tant que tels. Deux noirs furent ensuite élus au comité exécutif de la section locale du Parti populiste. Mais les noirs et les blancs étaient dans des situations différentes. La plupart des noirs étaient ouvriers agricoles et journaliers, alors que les blancs de l'Alliance étaient propriétaires de leurs fermes. En 1891, quand la Colored Alliance décida une grève dans les champs de coton pour obtenir une augmentation du salaire des cueilleurs d'$1, Polk, dirigeant de l'Alliance blanche, réagit immédiatement en affirmant que cela allait à l'encontre des intérêts des fermiers de l'Alliance, qui devaient payer ces salaires. Dans l'Arkansas, c'est un cueilleur noir de 35 ans, Ben Patterson, qui menait la grève, se rendant de plantation en plantation pour obtenir du soutien. Le groupe grossit rapidement et les grévistes échangèrent des coups de feu avec un petit groupe de blancs. Le régisseur d'une plantation fut tué et une égreneuse à coton détruite. Patterson et son groupe furent capturés et 15 d'entre eux exécutés.
Il existait une certaine coopération raciale dans les élections du Sud, et quelques Noirs furent même élus en Caroline du Nord. Un fermier blanc d'Alabama écrivait à un journal en 1892 : « J'aimerais qu'oncle Sam place des baïonnettes autour des bureaux de vote dans le Sud le premier lundi du mois d'août pour que le Noir puisse voter en toute justice. » On note la présence de délégués noirs aux conventions du tiers parti en Géorgie, 2 en 1892 et 24 en 1894. Le programme du Parti du peuple de l'Arkansas s'exprimait au nom des opprimés sans distinction de race. Il y eut également des expériences d'alliance raciale. Lawrence Goodwin a mis à jour une entente inhabituelle de fonctionnaires blancs et noirs au Texas. Elle avait commencé pendant la Reconstruction et se poursuivait jusque dans la période populiste. Le gouvernement de l'État était contrôlé par les démocrates blancs, mais il y eut des représentants de la communauté noire au Parlement de l'État et des Noirs furent élus à des postes locaux dans le comté de Grimm. Le secrétaire du district était un Noir, ainsi que certains shérifs adjoints et un proviseur d'école. Un groupe appelé White Man's Union tenta de détruire cette coopération par l'intimidation et le meurtre. Goodwin insiste sur les longues années de coopération interraciale dans le comté de Grimm et s'interroge sur toutes ces opportunités manquées. Le racisme était vivace et le Parti démocrate savait en jouer pour rallier de nombreux électeurs du Parti populiste. Lorsque des fermiers blancs expulsés de leurs terres à cause du système de gage des récoltes furent remplacés par des fermiers noirs, la haine raciale s'accrut. Les États du Sud, à commencer par le Mississippi en 1890, mirent en place de nouvelles constitutions pour empêcher les Noirs de voter et pour maintenir une ségrégation sévère dans tous les domaines. Ces lois, qui enlevèrent aux Noirs le droit de vote, impôts électifs, tests d'alphabétisme et vote censitaire, permettaient de surcroît d'écarter les Blancs les plus pauvres des bureaux de vote, ce que n'ignoraient certainement pas les responsables politiques du Sud. En Alabama, lors de la convention constitutionnelle, un participant déclara qu'il voulait ôter le droit de vote à toute personne inapte ou non qualifiée pour voter, et si cela devait frapper aussi bien un blanc qu'un nègre, tant pis. En Caroline du Nord, l'Observer de Charlotte considérait que revenir sur l'affranchissement des Noirs était le combat du peuple blanc de Caroline du Nord pour écarter le risque de voir les nègres et les blancs les plus pauvres imposer leurs lois. Tom Watson, le dirigeant populiste de Géorgie, réclamait l'unité raciale. On vous maintient séparés pour pouvoir vous voler séparément ce que vous possédez. On vous monte les uns contre les autres parce que la haine raciale est la clé de voûte du despotisme financier qui vous tient tous dans l'esclavage. On vous aveugle et on vous trompe pour que vous ne preniez pas conscience que c'est cet antagonisme des races qui perpétue le système monétaire qui vous dépouille tous. » Fin de citation. Selon l'universitaire noir Robert Allen, qui étudia également le populisme dans son Reluctant Reformers, Watson recherchait le soutien des Noirs pour un parti de Blancs. Et de fait, lorsque Watson finit par trouver ce soutien plutôt embarrassant et moins nécessaire, il se mit à défendre aussi vigoureusement le racisme qu'il l'avait auparavant dénoncé. Watson avait pourtant su s'adresser à des sentiments existant réellement chez certains blancs pauvres qui, sous l'effet de l'oppression de classe, partageaient avec les Noirs certains intérêts. Lorsque H.S. Doyle, un jeune prédicateur noir qui soutenait Watson pour son élection au Congrès, fut menacé d'être lynché par la foule, il en appela à Watson pour le protéger. Près de 2000 fermiers blancs l'aidèrent à s'échapper. Cette période était parfaitement révélatrice de la complexité des conflits raciaux et sociaux. Pendant la campagne électorale de Watson, 15 Noirs furent lynchés. Après 1891, toujours selon Allen, le Parlement géorgien, dominé par l'Alliance, vota en un an plus de décrets anti-noirs qu'au cours d'aucune autre année de toute l'histoire de l'État. Pourtant, 5 ans plus tard, en 1896, le programme du Parti populiste de l'État de Géorgie dénonçait les lois sur le lynchage et réclamait l'abolition du système de location des prisonniers à des personnes privées. Van Woodward souligne le caractère unique de l'expérience populiste dans le Sud. Jamais auparavant, ni depuis d'ailleurs, les deux races n'ont été aussi proches dans le Sud que lors des luttes populistes. Le mouvement populiste tenta également, et de manière assez remarquable, d'ancrer une culture nouvelle et spécifique chez les fermiers. L'Alliance Lecture Bureau était actif dans tout le pays et regroupait près de 35 000 conférenciers. Les populistes diffusaient les livres et les brochures qui sortaient de leurs imprimeries. Woodward, qu'on peut déduire de ces brochures jaunes que les théoriciens agrariens avaient entrepris de rééduquer complètement la population rurale. Rejetant l'histoire telle qu'elle était enseignée dans les écoles, comme pratiquement sans aucune valeur, ils entreprirent de la réécrire en remontant jusqu'au grec. Sans plus de complexe,
Ils envisagèrent une refonte de l'économie, de la théorie politique, de la justice et du gouvernement. Fin de citation. Le National Economist, une revue populiste, avait 100 000 lecteurs. Goodwin dénombre plus de 100 journaux populistes dans les années 1890, tels le Toiler's Friend ou le Revolution en Géorgie et le Comrade, publié dans la Louisiane du coton. En Caroline du Nord, l'imprimerie du Parti populiste fut incendiée. En Alabama, on pouvait lire le Living Truth. Ses bureaux furent saccagés en 1892. Sa machine à composer détruite, puis, un an après, ses locaux incendiés. Mais le journal survécut et le rédacteur ne manqua jamais un numéro. Des centaines de poèmes et de chansons ont été écrits dans la mouvance du populisme, tel The Farmer is the Man. C'est lui le fermier, il vit à crédit jusqu'à l'automne, avec des intérêts si énormes, c'est un miracle s'il ne meurt pas. Et le prêteur ramasse la mise, c'est lui le fermier, il vit à crédit jusqu'à l'automne, le souffle de plus en plus court, sa vie est une honte, il en oublie que c'est lui, le fermier, qui nourrit tous les autres. Certains livres écrits par des leaders populistes, tels Wealth Against Commonwealth de Henry Demarest Lloyd et Financial School de William Harvey Coyne, eurent un grand nombre de lecteurs. William Garrett Brown, un historien qui vivait en Alabama à cette époque, affirmait à propos du mouvement populiste qu'aucun autre mouvement politique, ni celui de 1776, ni celui de 1860-1861, n'avait jamais modifié le mode de vie sudiste aussi profondément. Selon Lawrence Goodwin, si le mouvement ouvrier avait été capable de faire dans les villes ce que les populistes faisaient dans les zones rurales, c'est-à-dire créer pour le monde du travail une culture de coopération, d'estime de soi et d'analyse économique, de grands changements auraient pu se produire aux États-Unis. Mais il n'y eut que des relations sporadiques et d'ordre pratique entre les mouvements fermiers et ouvriers. Aucun d'eux ne réussit à convaincre l'autre. Il existait pourtant des signes d'une prise de conscience commune qui aurait pu, en d'autres circonstances, entraîner l'émergence d'un mouvement unifié. Sur la base d'une lecture minutieuse de la presse populiste du Middle West, Norman Pollack affirme que le populisme se considérait lui-même comme un mouvement de classe qui comprenait que fermiers et ouvriers occupaient des positions sociales similaires au sein de la société. Dans un de ses éditoriaux, le journal Farmers Alliance évoque un homme travaillant de 14 à 16 heures par jour. Il est opprimé à la fois physiquement et psychologiquement. Il n'a pas d'idées, seulement des souhaits. Il n'a pas d'opinion, mais des instincts. Pollack pense qu'il s'agit là d'une version particulière de l'aliénation que les travailleurs, selon Marx, vivent dans leur être, même au sein du système capitaliste. Il découvre également bien d'autres parallèles entre les idées populistes et les idées marxistes. Indubitablement, les populistes, comme nombre de blancs américains, étaient racistes et anti-immigrés, parce qu'ils ne pensaient pas que la question raciale était aussi importante que les problèmes économiques. Ainsi, selon le Farmers Alliance, le Parti du peuple a été créé, non pour donner la liberté aux Noirs, mais pour émanciper tous les hommes, pour donner à tous la liberté dans le travail, sans laquelle il n'est pas de liberté politique possible. Le soutien apporté par les populistes aux travailleurs dans leur lutte concrète était plus important à leurs yeux que les connexions possibles avec le monde ouvrier. Le journal Alliance Independent, publié dans le Nebraska, écrivait pendant la grande grève des aciéries Carnegie: « Tous ceux qui vont au-delà de la surface des choses verront que le conflit sanglant de Homestead n'était qu'un simple incident dans le conflit plus large entre le capital et le travail. La marche des chômeurs de Coxey gagna la sympathie des zones rurales. À Osceola, dans le Nebraska, quelques 5000 personnes assistèrent à un repas donné en l'honneur de Coxey. Pendant la grève des Pullman, un fermier écrivit au gouverneur du Texas: « Il ne fait aucun doute que la quasi-totalité des membres de l'Alliance ont la plus profonde sympathie pour ces grévistes. » Fin de citation. Après ces sérieux échecs dans l'alliance entre blancs et noirs, entre fermiers et travailleurs des villes, le piège du suffrage électoral se referma sur les populistes. Tout était réuni pour faire disparaître leur mouvement. Après s'être ralliés au Parti démocrate pour soutenir la candidature de William Jennings Bryan aux élections présidentielles de 1896, le populisme finira par se perdre dans les méandres de la politique démocrate. La pression électorale pour obtenir des victoires incita les populistes à passer des accords avec les principaux partis, au cas par cas. Si les démocrates l'emportaient, le populisme était absorbé. Si les démocrates perdaient, il se désintégrait. La politique électorale profitera ainsi aux boursicoteurs politiques au détriment des radicaux agrariens. Certains populistes en avaient parfaitement conscience.
Il ne cessait de prévenir que la fusion avec les démocrates dans le seul but de « gagner » entre guillemets une élection leur ferait perdre au contraire ce dont ils avaient absolument besoin, l'indépendance politique. Ils affirmaient que le baratin sur l'émission de pièces d'argent ne changeait rien en profondeur au système capitaliste. Un responsable radical du Texas assurait que l'émission de monnaie laisserait intactes les conditions pratiques qui avaient entraîné la concentration inique des richesses. Henry Demarest Lloyd faisait remarquer que la candidature de Bryan avait été en partie subventionnée par Marcus Daly, patron d'Anaconda Copper, et William Randolph Hearst, qui possédait des intérêts dans les mines d'argent de l'Ouest. Il lisait clairement dans la rhétorique de Bryan, lorsque ce dernier s'adressait devant 20 000 personnes à la Convention démocrate. « Nous avons adressé des pétitions, et elles ont été méprisées. Nous avons supplié, et nos suppliques ont été négligées. Nous avons mendié, et ils ont ri quand le malheur nous accablait. Nous ne mendions plus, nous ne pétitionnons plus, nous les défions. » Lloyd commenta avec amertume ses propos. Les pauvres gens font voler leurs chapeaux en faveur de ceux qui promettent de les conduire hors de la sauvagerie par la voie de l'argent. Le peuple va devoir errer pendant 40 ans au travers du labyrinthe de la monnaie, comme il a déjà été chahuté pendant les 40 dernières années dans les hauts et les bas du décret sur les tarifs douaniers. Aux élections de 1896, première campagne où l'argent joua un rôle aussi important, Bryan fut battu par William McKinley, candidat derrière lequel s'était mobilisée la presse et le monde des affaires. La moindre trace de populisme dans le Parti démocrate parut intolérable aux gros bonnets de la société qui usèrent de tous les moyens pour la faire disparaître. Comme lors de la plupart des périodes électorales américaines, il s'agissait de raffermir le système après des années de contestation et de révolte. Les Noirs restaient sous contrôle dans le Sud. Les Indiens avaient été définitivement expulsés des grandes plaines de l'Ouest. Par une froide journée de l'hiver 1890, l'armée américaine attaqua un campement indien à Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, faisant 300 morts, hommes, femmes et enfants. Ce fut le point culminant de 4 siècles de violence initiés par Christophe Colomb et destiné à confirmer que ce continent appartient bel et bien à l'homme blanc. Mais à certains blancs seulement, tant il était clair que l'État se tenait prêt à écraser les grèves ouvrières par la loi si possible, par la force si nécessaire. Lorsqu'un mouvement de masse relativement menaçant se développait, le système bipartisan était prêt à envoyer une de ses colonnes pour le circonvenir et en extirper toute vitalité. Et, toujours, ce même outil pour noyer le ressentiment de classe sous un flot de slogans d'unité nationale, le patriotisme. McKinley avait d'ailleurs déclaré dans un discours établissant de manière inhabituellement franche une connexion entre l'argent et le drapeau. Cette année sera sans doute une année de patriotisme et de dévotion envers notre pays. Je suis heureux de savoir que partout dans ce pays le peuple entend prouver sa dévotion à notre drapeau, notre glorieuse bannière étoilée. De savoir que le peuple de ce pays entend soutenir l'honneur économique de notre nation avec autant de ferveur qu'il soutient l'honneur du drapeau. Fin de citation. Cet acte suprême de patriotisme, ce fut la guerre. 2 ans après l'élection de McKinley à la présidence, les États-Unis déclaraient la guerre à l'Espagne. Fin du chapitre.